Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Lidovore, et on se retrouve aujourd'hui pour le menu crowdfunding avec un bout de chocolat. Parce que là, passé une grosse journée, le dîner du petit, le bain du petit, je suis crevé. Donc voilà, je m'autorise un petit bout de chocolat, d'autant plus que j'ai une petite migraine ce soir, des familles, et du coup, pour me lancer dans le menu crowdfunding, il me faut un petit peu de courage. Donc petit carré de chocolat. Donc je vous encourage à faire la même chose. Hein, prenez-vous des petites cacahuètes, des petites pistaches, une petite bière si vous êtes d'humeur, et puis installez-vous, parce qu'on est parti cette semaine encore pour aller explorer les projets de jeux de société actuellement sur Kickstarter, GameFund et compagnie, comme chaque semaine, comme chaque dimanche, sur la chaîne des Ludovores. Je finis mon petit carré et je suis à vous. Voilà, ma foi, c'était bien bon ce petit chocolat noisette. Du coup, on se lance tout de suite dans le menu crafting avec le petit point habituel sur la chaîne, le petit point hebdomadaire, qui me fait penser quand même que Xavier, il vit sa plus belle vie, mais il flemmarde un peu quand même. Il n'y a pas de vidéo de Xavier, pas de vidéo solo de Xavier ces dernières semaines. La dernière remonte à plus d'un mois pour Tidal Blades. Bon, Xavier, bouge-toi un petit peu maintenant, hein. C'est bien gentil d'aller faire des vidéos avec Nyx, mais quand même, hein, voilà. En même temps, bon, moi je ne fais que le menu crowdfunding et le suivi, donc il n'y a pas de vidéo non plus de ma part pour l'instant. On va essayer de tourner quelques petits trucs d'ici les jours à venir pour pouvoir vous en proposer incessamment sous peu malgré tout, mais rien de très nouveau à se mettre sous la dent pour cette semaine en tout cas. Du coup, on va aller voir directement le sondage de la semaine, avec directement les résultats. J'ai voté personnellement pour Stone Saga, pour Statera, ainsi que pour King's Trick Takers, pardon. Mais les résultats sont assez convaincants pour Stone Saga. Hein. Cette semaine, il n'y avait pas de suspense, hein, soyons honnêtes. Même si je pensais que vous placeriez peut-être Set a Watch pour son troisième épisode un petit peu plus haut que ce que vous ne l'avez fait. Mais en l'état, donc, le classement est celui-ci, avec une surprise supplémentaire. C'est la dernière place de Champ Couture, Mindspace et Sale, le nouveau projet quadruple campagne de Board Game Tables, qui maintenant ça a été renommé All Play, si je me souviens bien. Quoi qu'il en soit, leur nouvelle campagne n'attire pas grand monde du côté francophone, en tout cas de la sphère ludique, parce que pour ce qui est de la campagne, vous verrez que ça marche plutôt très bien, comme toujours avec eux. Le rien pour moi cette semaine, mais voici un chant de tulipe, 4 voix tout de même, hein, ça fait plaisir. King's Trick Takers, j'ai voté pour lui, mais vous verrez pourquoi, hein, je vous l'expliquerai. D'abord, c'est un jeu japonais, donc forcément, il y a un petit quelque chose qui fait pencher mon cœur dans la balance. Pour le reste, il y a quelques jeux aussi qui n'ont pas été annoncés dans le sondage de la semaine et qui se retrouveront dans le menu crowdfunding. Donc sans dévoiler forcément le contenu, hein, il y en aura un peu plus que ce que vous voyez ici. Mais en tout cas, pas de grande surprise pour le podium. Set a Watch, Forbidden Isles, Statera et Stone Saga. Du coup, on est parti. Première partie de ce menu crowdfunding, l'amuse-gueule, l'entrée si je puis dire. On commence tout de suite avec I'm Not Afraid, le nouveau projet de Nuts Publishing, donc éditeur français qui vient de Quimper et qui nous propose cette fois-ci un jeu en print and play. Je crois, mais je peux me tromper, hein, je ne suis pas expert de Nuts Publishing, mais je crois que c'est le premier projet en print and play qu'il nous propose. Pour l'instant, ça n'a pas attiré grand monde, hein. 107 contributeurs, c'est pas un énorme succès. 12 jours avant la fin de la campagne, c'est pour 2 joueurs, 12 ans et plus, 15 à 30 minutes la partie, donc c'est très rapide. C'est un petit jeu de contrôle de territoire sur fond de guerre civile en Bélarus dans l'année 2020, donc sur l'histoire très récente, l'histoire contemporaine. Voilà, pour le reste, c'est un PNP. Moi je suis vraiment pas du tout le public ciblé, hein. Je sais que si vous suivez le menu crafting depuis suffisamment longtemps, vous savez également que le print and play c'est pas trop mon truc. J'ai vraiment la flemme d'imprimer ça sur du papier de mauvaise qualité, j'ai pas envie de le plastifier, ça prend du temps, etc. Donc c'est pas pour moi, mais au demeurant, la thématique elle a l'air d'être relativement originale. C'est un petit jeu de contrôle de territoire qui a l'air relativement abordable mais assez sympatoche sur le papier. Donc après tout, pourquoi pas, et en plus vous prenez pas de risque, hein, c'est 5 € et vous êtes livré juste après la fin de la campagne, donc a priori c'est quand même une prise de risque très légère, et si vous êtes plutôt amateur de print and play, vous saurez en faire un truc un peu pimpant avec des feuilles plastifiées, etc., que sais-je encore. Voilà donc pour ce qui est de I'm Not Afraid, évidemment pas de stretch goals, pas de frais de livraison, excusez-moi, puisqu'il s'agit d'un print and play, et du coup c'est à peu près tout pour I'm Not Afraid. Je pensais que ça ferait un petit peu mieux que ça, mais bon, en tout cas c'est un jeu qui dispose d'une version francophone, raison suffisante pour s'y intéresser un tout petit peu. On enchaîne sur un petit party game intitulé What on Earth Are You Talking About? Un petit jeu où des extraterrestres viennent sur Terre, enlèvent des humains et cherchent à se faire décrire certaines choses qu'ils ont observées sur Terre et pour lesquelles ils n'ont évidemment pas de mots, pas de vocabulaire pour les décrire.
Pour l'instant, 117 contributeurs, 6522 € d'engrangés, donc c'est financé de justesse 18 jours avant la fin de la campagne. C'est un petit party game qui, comme vous l'avez imaginé du coup, est basé beaucoup sur les mots, le vocabulaire, et du coup, pas de version francophone, ben évidemment c'est un petit peu dommage pour ceux qui pourraient s'y intéresser du côté de la francophonie, dirais-je. C'est pour 4 joueurs à 10 joueurs, 20 à 40 minutes de la partie, et pour 17 ans et plus, peut-être parce qu'il y a certaines thématiques un petit peu olé olé, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Quoi qu'il en soit, c'est un petit jeu d'ambiance avec un fond de gameplay de jeu de mots. Sera-t-il en mesure de vous intéresser? Il y a assez peu de chance, mais bon, il a le mérite d'être signalé quand même, malgré tout. La semaine dernière, The Adventures of Dax Dixon, The Board Game, devait faire son apparition sur le menu crowdfunding, mais il n'en avait rien été parce que, en fait, ils avaient lancé la campagne un samedi. Or, c'est un petit peu trop tard parce que les samedis, j'enregistre parfois la deuxième partie de la vidéo, mais là, j'avais terminé le vendredi. Et du coup, c'était trop tard pour l'inclure dans le menu crowdfunding de la semaine dernière. Donc le voici, mais en même temps, c'est quand même un coup d'épée dans l'eau, parce que cette campagne se porte pas très bien. Après, du coup, une semaine pile poil de campagne, 103 contributeurs, 11 000 €, ouais, 11 000 € d'engrangés sur 41 000 nécessaires. On est quand même très très loin du seuil de financement. En une semaine, ça va certainement annuler ou simplement aboutir à un échec après 23 jours de campagne. Quoi qu'il en soit, c'est pour 4 ans et plus, pour 1 à 4 joueurs et pour 30 minutes par joueur autour de la table. La direction artistique est pas dégueulasse, ça coûte un petit peu cher, c'est 70 $ quand même le jeu, mais c'est pas vilain, j'aime bien la direction artistique, même si ça n'a rien de très particulier non plus, et je pense que c'est aussi ce fait qu'il se distingue assez peu de la concurrence dans ce même type de catégorie, qui sont tout autant de raisons qui pourraient expliquer le manque de succès de cette campagne, et je pense que ça mérite pas spécialement d'aller plus loin dans la campagne, les détails, le prix, les frais de port, etc., parce que c'est un jeu qui en l'état ne financera pas. Peut-être qu'on le reverra dans quelques mois, une fois qu'ils auront fait une nouvelle campagne avec une pré-campagne un peu plus intensive en termes de communication, parce que pour l'instant, il y a quand même très peu de chances que ça réussisse à financer. Juste par curiosité, y a-t-il quand même des Français sur le projet? J'ai pas l'impression. Il y a un Belge, ah si, il y a des Français, il y en a 3 Français quand même qui se sont jetés sur le projet. Je serais curieux de voir vos retours éventuellement si vous faites partie de ces 3 personnes, parce que au demeurant, le jeu a pas l'air dégueulasse. J'ai parcouru un petit peu la campagne, ça n'a pas l'air vilain, mais c'est vrai que c'est un petit peu cher et qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication sur le jeu au préalable. Voilà pour ce qui est de The Adventures of Dax Dixon, 103 contributeurs, 11 000 € d'engrangés, 23 jours avant la campagne, et ça sent un petit peu le sapin. Celui-ci est disponible en version francophone, et pour cause, il s'agit d'un petit print and play avec très peu de texte, et qui s'appelle Château. Donc voilà, si vous vous intitulez votre jeu Château, bien évidemment qu'il faut faire une version francophone, qui plus est quand c'est un print and play, et qu'il n'y a pas grand chose à faire en termes de production, et donc de frais de production, en termes de traduction, de changement de matériel qui peuvent être nécessaires en termes de changement de langue. Quand vous imprimez un jeu, les presses sont différentes en fonction des langues, donc ça rajoute des coûts supplémentaires. Quoi qu'il en soit, Château, 164 contributeurs, 2372 € d'engrangés, c'est donc financé, parce que c'est un print and play, donc ça finance toujours assez facilement, 27 jours avant la fin de la campagne, et donc vous l'imaginez bien, avec l'illustration que l'on peut voir ici, c'est un jeu en print and play de roll and write, ou plutôt roll et... ouais si, c'est roll and write, excusez-moi, mais dans lequel vous allez construire des châteaux. C'est pour 1 à 99 joueurs, 16 ans et plus, j'ai dit 16, non 7 ans et plus, et pour des parties très courtes de 15 minutes environ. Chaque dé aura sa propre forme un petit peu à la manière d'un Tetris, donc des polyomino en gros, et vous allez chercher à compléter la grille avec certains bonus en fonction des emplacements que vous allez cocher, etc. Et vous aurez donc pas mal de petits châteaux et autres palais que vous pourrez simplement essayer de construire. Par exemple ici on a Buckingham Palace, derrière on aperçoit aussi Alhambra, il y a aussi Versailles dans le tas, etc. Bon, c'est plutôt charmant en termes de thématique. Après c'est vraiment un jeu à cocher, et l'objectif c'est visiblement de cocher absolument tout, mais peut-être en moins de temps que les autres, peut-être, j'imagine, j'ai pas fouillé plus que ça. Petit print and play à 5 €, livré dans la foulée de la campagne bien sûr comme à l'accoutumée, disponible en français pour ce qui est des règles. Voilà pour Château. On continue avec Blacksmiths of Steinheimer, pas facile à prononcer celui-ci, les forgerons de Steinheimer, 14 ans et plus, 30 à 60 minutes la partie pour, j'imagine, 2 à 4 joueurs, j'arrive pas à le voir derrière, mais ça doit être ça, ouais, c'est ça, 2 à 4 joueurs, un petit jeu de placement d'ouvriers qui nous vient des États-Unis et de Rune Shield Games, donc c'est le premier projet sur Kickstarter. Pour l'instant, bon, c'est un premier projet, donc évidemment il faut réussir à faire parler de soi, et ce qui n'est pas toujours évident. Pour l'instant, moins de 100 contributeurs, 5600
30 € d'engrangés sur 9000, donc c'est encore à peu près un peu plus du mi-chemin, on va dire, à peu près 60% du seuil de financement, ça peut encore se faire, hein. Il reste 27 jours avant la fin de la campagne, ça sera pas une campagne qui marquera l'histoire de Kickstarter très certainement, mais au demeurant, c'est un petit jeu de placement d'ouvriers relativement accessible, pas un jeu expert loin de là, même si là on a un petit 14 ans et plus, mais je l'ai déjà explicité à plusieurs reprises sur le menu crowdfunding, beaucoup de compagnies, surtout outre-Atlantique j'ai l'impression, mettre un 14 ans et plus pour éviter d'avoir à faire des tests supplémentaires sur le matériel, pour le, comment dirais-je, avoir un petit sticker genre attention ça peut être dangereux pour les enfants à gérer, etc. Donc en gros pour éviter d'avoir une batterie de tests supplémentaires à faire, on met directement 14 ans et plus, ce qui ne veut pas dire que c'est un jeu expert, vous pourrez certainement y jouer à partir de 10 ans et plus, je dirais en termes de complexité, c'est pas un jeu très complexe, hein, voilà. Au-delà de ça, la direction artistique est pas dégueulasse sans être tout à fait originale non plus. Le matériel a l'air d'être relativement cheap en termes de ce qui est des tokens de ressources, etc. Mais bon, c'est un premier jeu, et ça coûte pas très cher comme vous le voyez ici, hein, 38 $ le pledge. Ça reste extrêmement accessible. D'où vient ce S? Il n'existe pas. Allez savoir. C'est la migraine qui parle. Et pour ce qui est des frais de port, juste, j'arrive pas à vous retrouver ça si c'est là. 15, 24, 45, 45, mais... Est-ce que ça concerne l'ensemble des pays du monde ou est-ce que c'est plus probablement limité au continent américain comme ça peut arriver parfois? Je ne le vois pas et j'ai pas envie de prendre le temps sur ce type de projet là pour chercher la réponse. Si vraiment il y a un commentaire, si quelqu'un se demande vraiment la question mais qui n'est pas spécialement bon en anglais déjà, bon bah prenez pas le jeu, il n'est pas disponible en français, mais si jamais vous voudriez quand même tenter votre chance, posez la question en commentaire, je ferai l'effort d'aller chercher l'information pour vous y répondre. Voilà pour ce qui est de Blacksmiths of Steinheimer. Une fois n'est pas coutume, un petit détour sur une page qui présente des tables de jeu. Cette fois-ci, ce sont celles de Game Theory Tables, dont c'est la 3e apparition sur Kickstarter. J'imagine que les 2 précédentes étaient également des tables. Oui, voilà. Origins Season 2 et Season 1 apparemment. Et donc là, c'est Origins Lit, L-I-T, donc un petit peu moins cher, peut-être avec un peu moins d'accessoires, j'imagine. Donc encore des tables de jeu pour tous les amateurs de ce genre de choses. Là, c'est vrai que ça fait envie, hein, ça vend du rêve, on va dire, hein. Mais pour autant, ça se passe pas super bien pour eux, hein. On est à quand même, bon, ceci dit, à 100 000 € d'engrangés, mais seulement 137 contributeurs à 28 jours de la fin de la campagne. Ils peuvent encore largement espérer financer, d'autant plus que ce n'est pas un jeu de société, donc c'est pas le même mécanisme, on n'a pas besoin forcément de financer tout de suite, il n'y a pas forcément autant de stretch goals à aller débloquer non plus, donc c'est pas du tout la même logique, la même approche, mais c'est pas une campagne avec un super gros résultat pour l'instant en tout cas. Quoi qu'il en soit, c'est des tables de jeu avec un prix d'accès, enfin un prix d'entrée de gamme, on va dire, assez abordable, enfin je dis ça avec tous les guillemets du monde. La table de base coûtera 1000 $. Bon, c'est pas peu cher non plus, hein, soyez honnête, c'est pas bon marché, mais comparativement à beaucoup d'autres tables un petit peu plus classieuses, avec beaucoup d'accessoires, etc., ça reste abordable. Donc 999 pour le pledge Meeple's Champion, elle sera vendue par la suite 1900 $ en boutique apparemment, si jamais il y a boutique. Et ensuite on a aussi un deuxième pledge avec une table qui cette fois-ci est bien plus chargée en accessoires, ouais, c'est celle-là, Origins is now LIT, 1999 $ par contre là, au lieu de 3000 en boutique. Là par contre vous aurez donc pas mal de petits ajouts en termes d'accessoires dans tous les sens. Bon, je pense que ça va pas intéresser grand monde, mais je sais que quand même les tables de jeu font toujours baver pas mal de monde, moi y compris, donc quand même un petit détour sur cette campagne rapidement, histoire de dire, il y a même des chaises disponibles également qu'on peut ajouter dans les add-ons j'imagine. Donc ouais, il y a vraiment de quoi se faire très plaisir si on a un petit peu d'argent, mais en même temps je suis pas très connaisseur, mais c'est vrai que Game Theory Tables, j'avais jamais entendu parler d'eux avant cette campagne. Il y a d'autres compagnies qui se spécialisent dans ce genre d'articles qui sont bien plus connus, comme Wormwood par exemple, qui fait des superbes tables. Visuellement ça pète quand même pas mal. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour ce qui est donc de The Origins LIT, donc 2 nouvelles tables de jeu, un petit peu hors de mes moyens, mais qui restent intéressantes malgré tout. Il était d'abord censé se lancer il y a 2 semaines, si je me souviens bien. Je l'avais d'ailleurs inclus dans un des sondages de la semaine il y a 2-3 semaines, si je me souviens bien. Finalement, ça avait été repoussé. Le voici cette fois-ci sur GameFound. Il s'agit de Storm Dragons, The Dragon Trappings Expansion. Donc, extension, comme son nom l'indique, d'un jeu précédemment sorti qui, visiblement, n'a pas marqué les esprits, puisque vous le voyez, 26 backers seulement 18 jours avant la fin de la campagne pour ce jeu de 2 à 6 joueurs, 45 minutes la partie, dans un univers de Epic Fantasy, hein, comme vous l'avez vu, hein, c'est des dragons,
nom, donc voilà, Epic Fantasy, bien entendu, qui peut se jouer en multiplayer, donc en multijoueur coopératif ou compétitif, le tout se basant essentiellement sur de la gestion de main et des cartes, même si vous voyez ici des plateaux qui sont en fait des tapis de jeu qui vous permettent de mieux agencer, enfin d'accéder à une meilleure ergonomie du jeu, voilà, mais c'est pas très important dans le jeu véritablement. Voilà, je sais pas si ça peut vous tenter, en tout cas j'ai jamais entendu parler du jeu d'origine, et pour le coup, ça n'a pas l'air d'être très convaincant du côté de chez GameFan, avec seulement 574 $ d'engrangés, même si le seuil de financement est très très faible et qu'il pourrait être très très facilement atteint dans les jours à venir, ça reste quand même assez faiblard, hein, soyons honnêtes. Mais bon, pour ce qui est du prix, hein, juste histoire de, on a donc 15 $ pour l'extension Dragon Trappings, ensuite on a aussi le jeu de base à 35 $, et puis ensuite si vous voulez le jeu de base plus l'extension, c'est donc 49 $ pour ce qui est de Storm Dragons, pas de version francophone bien évidemment, et les frais de port sont ici, je vous laisse chercher un petit peu par vous-même, mais bon, juste France-Belgique histoire de dire, hein, 12, 18, 17, ça dépendra un petit peu du pledge que vous choisirez. Voilà pour ce qui est de Storm Dragons, The Dragon Trappings Expansion. Et alors que la migraine ne me lâche désormais plus, hein, je pense que j'ai toute la vidéo à faire dans cet état-là, Dungeon Degenerates lance la deuxième partie de notre vidéo hebdomadaire, le plat principal, hein, donc la partie de la vidéo dans laquelle je présente les projets qui sont relativement intéressants, mais sur lesquels j'ai pas non plus envie de prendre trop de temps, donc entre 5 et 10 minutes par projet maximum, en commençant tout de suite par Dungeon Degenerates Hand of Doom, 5e impression pour ce projet, et oui, ça fait déjà la 5e impression pour Dungeon Degenerates, et pour ceux qui suivent le menu crafting depuis suffisamment longtemps, vous l'aurez peut-être déjà vu dans l'émission, puisque ce projet de Sean Aberg a déjà connu donc 4 campagnes sur Kickstarter, toujours avec ces projets qui me filent des décollements rétiniens assez violents. C'est vrai qu'il utilise des palettes de couleurs qui, personnellement, me font perdre un point d'acuité visuelle à chaque fois que je le vois. Mais bon, que vous voulez, c'est l'esprit professionnel, ça, hein, jusqu'au bout. En tout cas, quoi qu'il en soit, Dungeon Degenerates, il n'est pas à sa 5e impression pour rien. C'est un jeu qui actuellement a une moyenne de 8.2 sur BGG, ce qui est assez énorme. C'est un jeu de RPG, de Dark Fantasy, qui est jouable en solo ou en coopératif, avec donc une direction artistique très spéciale, très originale, qui vraiment le place dans une catégorie complètement à part de tout ce qui se fait ailleurs en termes de direction artistique. En termes de gameplay, je ne saurais pas vous le dire parce que je n'ai pas testé, mais c'est donc un RPG, une sorte de dungeon crawler relativement classique si j'en crois les mécanismes qui sont mis en avant dans la campagne, mais qui sont terriblement efficaces si j'en crois les retours que j'ai pu voir sur BGG et les quelques petits bouts de vidéos que j'ai pu voir sur le sujet. Donc c'est un jeu, comme je vous le disais, qui peut se jouer en solo, mais qui peut aussi se jouer jusqu'à 4 ou 5, j'ai oublié, je n'arrive plus à retrouver les informations en détail, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne sur la table, ici avec les plateaux des joueurs. Donc, là pour le coup on en voit 4 en coopératif, avec vraiment cette direction artistique très particulière. C'est vrai que ça laissera certainement pas les joueurs autour de vous indifférents, ça me semble être une évidence. Quoi qu'il en soit, on continue pour en avoir un tout petit peu plus. Il y a quelques petites exclusivités à Kickstarter, notamment ce Serpent Lord que vous voyez ici, donc petite miniature en métal, j'ai l'impression. Donc quelques petites, comment dirais-je, incentives en anglais, j'arrive pas à retrouver le mot en français, mais bon, quelques petits encouragements pour essayer de justifier un back sur Kickstarter. Oui, il y a pas mal d'anglicismes, plus je suis fatigué, plus je perds mon vocabulaire français, plus il me reste que le japonais et l'anglais un petit peu balbutiant. Je suis fatigué. Quoi qu'il en soit, continuons. Les stretch goals, on passera plutôt dessus dans le suivi du menu crowdfunding. On va directement passer aux différentes offres de pledge. Le premier ici, Brick in the Wall pour 25, mais là c'est plutôt si vous êtes gérant de boutique je pense. Pour ce qui est du pledge de base véritable, c'est ici que ça se passe. Dungeon Degenerates Hand of Doom, 75 $ contre 99 en boutique, donc une petite ristourne qui sera malheureusement compensée par les frais de port assez élevés bien évidemment. Surtout si vous n'habitez pas aux États-Unis. Donc 75 $. Ensuite, c'est 36 en plus pour l'extension Mean Streets. Ensuite, on a aussi des petits packs supplémentaires. Ici, le Character Pack Adventure Expansion, 36 $. Ensuite, même chose, Character Pack Freaks and Psychos, 36 $, etc. Donc, pour aller enrichir encore plus l'expérience, la rejouabilité est un petit peu accrue aussi, bien évidemment.
Un petit sac de dés également pour 11$, ça pas donné pour ce que c'est. Ensuite, des livres de lore pour découvrir un petit peu l'univers de Dungeon Degenerates, le tout pour 73$, mais apparemment il y en a quand même une ribambelle, il y en a 9 ou 10 pour l'instant, chacun incluant parfois des petites missions supplémentaires. Mission numéro 2, 3, etc., etc. Donc il y a quand même pas mal de petits ajouts potentiels pour aller enrichir encore plus un jeu qui est déjà pas mal. Ensuite, on va essayer de passer directement aux frais de port sans prendre plus de temps. Il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'informations dans cette campagne. C'est ici que ça se passe pour le shipping. Alors, en fonction du pledge que vous allez choisir, hein, Serpent Lord, Just the Game, etc., etc. Pour le Canada, ça peut aller de 14 à 55$ en fonction du niveau de pledge, 17 à 60 pour l'Union Européenne, et pour le reste du monde, 25 à 120, c'est pas donné non plus. Et pour ce qui est de la TVA, elle sera à ajouter dans le backer kit, donc dans le Pledge Manager, suivant la campagne. Voilà pour ce qui est donc de Dungeon Degenerates. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai encore perdu un point d'acuité visuelle rien qu'en regardant cette page d'accueil, mais c'est pas grave. 900 contributeurs, 14 jours avant la fin de la campagne, 85 000 € d'engrange. Lui aussi, c'est un habitué du menu crowdfunding, c'est déjà sa deuxième ou troisième apparition, je crois, Pulp Invasion, qui nous revient avec 3 nouvelles extensions, ce jeu solo, toujours hein, comme à l'origine, bien évidemment, pour 20 à 30 minutes la partie, pour 2 ans et plus, même si je crois me souvenir qu'il y avait aussi une variante à 2 joueurs qui rallongeait un petit peu les parties, mais bon, à vérifier. Quoi qu'il en soit, Pulp Invasion donc, avait donc une sortie en 2020, si je me souviens bien, puis une nouvelle campagne l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, ici, qui avait fait 1340 contributeurs également. Et donc il revient avec 3 nouvelles extensions, hein. C'est toujours par Alban Viard, hein, Cocorico, avec bien entendu du coup une version francophone, et donc ça vient rajouter plus de la même chose. Donc en fait pour tous les fans de Pulp Invasion, il y a encore plus de nouveautés, encore plus de, comment dirais-je, de contenu pour aller enrichir votre jeu de Pulp Invasion, avec 16 nouvelles cartes, un nouveau dé, un nouveau plateau de dés également, etc., etc. Donc pas mal de nouveaux matériels. Est-ce qu'il y a aussi des petits ajouts de mécanismes par-dessus ceux préexistants? Là, je ne saurais pas vous le dire en l'état. C'était un jeu à l'origine de backbuilding en solitaire, mais jouable jusqu'à 2 joueurs, où vous pourrez développer votre vaisseau. Hein, c'est toujours d'un univers sci-fi, mais pulp, donc assez intéressant ce mélange des deux, avec pas mal de cartes qui vont venir vous renforcer, différents événements qui vont vous arriver, bien évidemment. Il faudra survivre un maximum, etc., etc. Bon, je connais assez mal le jeu, n'y ayant jamais joué moi-même, mais un jeu de backbuilding avec un petit peu de gestion de main, beaucoup de jets de dés également, ça a l'air d'être assez intéressant, mine de rien, même si je ne suis pas très attiré par tout ce qui est direction artistique très pulp, années 60, c'est pas un truc qui me parle énormément, mais si vous connaissez, si vous avez déjà joué, éventuellement je serais très preneur de vos avis. D'autant plus que Alban Viard fait toujours d'assez belles campagnes sur Kickstarter, généralement avec des scores assez conséquents pour un petit éditeur. Les pledges sont ici, donc 18 € pour le pledge The Captain, ça va être donc l'extension de base j'imagine, plus j'arrive pas trop bien à déterminer ce que c'est, j'ai cru voir un truc qui s'en rapprochait, ah c'est le slipcase, d'accord, donc c'est la boîte qui vous permet de contenir les boîtes en gros, hein, donc faire une seule boîte de toutes vos boîtes de Pulp Invasion en gros. Donc 18 $ pour l'extension que je viens de voir voilà, ici. Ensuite, Duo of Expansions, donc 30 € pour cette extension plus celle de la campagne précédente, j'imagine. À moins que ce ne soit toutes les extensions de la campagne en cours. J'avoue que j'ai pas checké avec suffisamment de détails, mais je crois bien que c'est le cas, ouais, éventuellement. Ça va peut-être être ça, ouais, effectivement. Quoi qu'il en soit, donc plus vous achetez d'extensions, plus ça va coûter cher, mais plus l'extension au prix à l'unité sera avantageuse, bien évidemment. Hein. 18, ça va pas à 36, ça passe à 30 par exemple. Plus ensuite, toutes les extensions, 39 €, donc encore une fois un peu plus intéressant. Et si vous prenez le Spaceship, là c'est la totale, hein, le jeu de base, plus toutes les extensions sorties jusqu'à présent, plus le Slipcase pour contenir le tout, ce qui laisse penser que potentiellement ce serait la dernière extension, peut-être, de ce jeu. Le tout pour 59 €, donc ça reste relativement abordable, et vous pouvez en plus le tester sur Tabletopia si vous voulez vous faire la main et avoir de premières impressions qui pourraient éventuellement vous aider à faire votre choix. Sachant que, je le répète, hein, la version française est disponible bien évidemment durant la campagne. Pour ce qui est du shipping, Canada, ça va varier entre 6 et 10 € en fonction de votre niveau de pledge. Pour nous qui sommes au Japon, 6 à 10, même chose, j'ai l'impression que c'est quasiment la même chose partout d'ailleurs.
France, mais aussi Belgique 5 à 9. Ouais, donc c'est vraiment très très abordable en termes de frais de port également pour le coup. Donc ça c'est plutôt bien pensé, bien joué de sa part de proposer des frais de port aussi peu élevés. Ça donne un petit peu plus envie d'y aller. Mais en même temps, le matériel est assez contenu, donc c'est logique aussi que les frais de port ne soient pas trop pétés. Mais quand même, je pensais que ce serait un peu plus cher que ça. Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de Pledge Manager, donc a priori, pas de TVA non plus à rajouter par derrière, ce qui voudrait dire que la TVA est déjà incluse dans le prix que vous payez durant la campagne. No additional VAT, oui c'est bien ça, donc pas de TVA additionnelle par-dessus à la fin de la campagne, donc ça aussi c'est plutôt bon à prendre. Voilà pour ce qui est de cette nouvelle extension de Pulp Invasion, la dernière peut-être, allez savoir. Pour l'instant 607 contributeurs, 16 jours avant la fin de la campagne, 20 000 € d'engrangés. Alors oui, vous l'avez vu, mais calmez-vous, effectivement, back, oui d'accord, mais c'était pour poser une question en commentaire, et sur Kickstarter, pour pouvoir poser une question, il faut backer. Donc j'ai backé, mais ça veut pas dire que je vais le laisser, c'est juste que c'est un projet japonais, donc effectivement ça fait un petit peu frémir mon petit cœur de résident au Japon, voilà, que voulez-vous. Hein, j'ai envie de donner un petit coup de main, c'est presque du patriotisme par appropriation, voyez-vous. Hein. 303 contributeurs pour Trick Takers Kings. Alors il m'a intéressé aussi au demeurant parce que j'ai vu récemment une vidéo de Jamie Stegmaier, donc comment dirais-je, le fondateur de Stonemaier Games, également le créateur de Scythe, entre autres jeux, qui avait placé Trick Takers dans ses jeux favoris de l'année 2022, si je me souviens bien, alors que c'est un jeu vraiment totalement méconnu du grand public, et du coup je me suis dit, bon, ça a l'air intéressant, parce que c'est un jeu de pli avec des rôles spécifiques et des cartes qui ont des spécificités, un type d'asymétrie en fait entre les différents personnages qui sont disponibles dans le jeu. Et donc là c'est une sorte de petite variante du même univers avec certaines règles qui sont partagées par Trick Takers dans ce nouveau épisode de Trick Takers Kings. Donc je m'y intéresse un tout petit peu, mais fondamentalement, vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne, les jeux de pli c'est pas mon truc à la base, c'est juste que là il y a un petit truc qui semble un peu plus intéressant, je sais pas, des petits aspects asymétriques, des personnages avec des missions, des objectifs un petit peu particuliers, qui me le rendent un peu plus sympathique comme ça, d'autant plus que visuellement c'est quand même très très mignon. Pour l'instant, 303 contributeurs, 13 700 € d'engrangés, donc le jeu est financé, 18 jours avant la fin de la campagne, pas de version francophone, mais le jeu ne requiert pas vraiment une maîtrise concrète du japonais ou même de l'anglais d'ailleurs, puisqu'en fait il n'y a pas de texte, ou pas tellement de texte en réalité, sur les cartes, vous allez voir assez rapidement, c'est essentiellement de l'iconographie. Donc c'est assez simple, suffit de comprendre les règles qui, elles, du coup, sont disponibles en anglais pour ceux qui, éventuellement, ne parleraient pas japonais. Je pense que c'est la majorité, quand même, soyons honnêtes. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est un petit jeu de 2 plis avec des missions, avec des objectifs un petit peu spécifiques selon les personnages que vous aurez dans votre main, etc. Ça va pas l'air d'être inintéressant, mais fondamentalement, vous le savez, les jeux de plis, c'est pas trop ma cam, donc je sais pas. Je pense pas que je garderai mon bac jusqu'au bout, mais on verra bien. Je pourrais me laisser séduire, on verra. Quoi qu'il en soit, donc jeu de pli avec des missions, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec tout un set de personnages que l'on pourra mettre dans sa main. Chacun d'entre eux aura des spécificités, des compétences uniques, ou des objectifs uniques, ou parfois les deux également. Donc c'est assez intéressant sur le papier, et en plus ça c'est tout mignon, mais là je me répète, pas mal. Il y a aussi d'ailleurs un autre mécanisme intéressant qui vient entrer en cours de jeu, c'est les enchères, on va dire, on va parier une somme d'argent pour pouvoir bénéficier de tel ou tel skill, de telle ou telle carte, etc. etc. Donc il y a aussi ce petit mécanisme en plus qui en fait un jeu qui n'est pas qu'un jeu de plis et qui est relativement intéressant de ce point de vue-là également. Il y aura des plis que vous chercherez à perdre, d'autres que vous chercherez à gagner, il y aura un timing dans lequel vous chercherez à le gagner, etc. Et donc ça, c'est de ce point de vue quand même assez intéressant. Donc je sais pas, il me tente un petit peu, mais je sais pourtant pertinemment que c'est théoriquement pas un jeu pour moi. Quoi qu'il en soit, on va essayer de passer directement au niveau de pledge. Le premier est ici, d'abord j'ai oublié de le mentionner, mais c'est pour 2 à 5 joueurs et c'est pour des parties de 30 à 40 minutes. Le pledge de base est ici avec 20 $, donc très petite boîte pour 100 cartes, 20 $ pour la Compact Box. Sinon, vous pouvez aussi vous diriger vers la Standard Box, qui elle contient 65 cartes normales, plus 35 cartes spéciales avec du UV Spot, donc l'effet de surbrillance pour les cartes un petit peu plus puissantes. Ensuite, 40 tokens en bois de cookies, donc la monnaie, la devise du jeu, donc 10, 50 et 100, avec une impression Verco, je ne sais pas à quoi ça correspond. Non, c'est le Verco Printing Box, donc c'est la boîte qui bénéficie d'un effet d'impression un petit peu différent, j'imagine. Bref, le tout pour 35 $, donc ça rajoute quand même 15 $ de plus pour ce qui est fondamentalement qu'une upgrade de matériel.
Ensuite, les composants, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble rapidement, c'est assez charmant. Ensuite, pour les frais de port, bon c'est certainement, j'ai pas checké tout à l'heure, mais c'est certainement là où le bas blesse, dans le sens où les frais de port pour l'Europe en provenance du Japon, c'est rarement très abordable. Et ben pour le coup, si, carrément. Ça dépend en fait. Vous avez le choix, ce qui est assez intéressant, vous avez le choix entre deux méthodes de livraison, à savoir par mer ou par air, donc par avion. Sachant que la livraison par mer ne vous permettra pas d'accéder à un tracking, donc au suivi de votre colis. Mais si vous choisissez ça, pour la France, c'est quand même 5,5$, c'est quand même très peu cher en termes de frais de port. Par contre, si vous prenez l'avion, c'est quand même 24,3 ou 20, non c'est 25 plutôt, 25$ de frais de port pour la France, 24 pour le Canada. Donc ça peut changer du tout au tout pour la Compact Box. Et pour la Standard Box, c'est 7,7$ si vous prenez par bateau, 25 par avion. Pour nous qui sommes au Japon, c'est 500 yens, donc c'est l'équivalent de 3,50€ approximativement. Donc c'est vrai que pour nous, les frais de port sont quand même très relatifs. Ce qui me donne encore plus envie de me pencher sur son sujet, d'autant plus que le jeu est en l'état à 32€ dans la version standard, donc la version avec justement les upgrades de matériel. Si vous prenez la version compact que vous voyez ici, c'est donc 20$, je le répète, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça n'est jamais trop tard pour le répéter une nouvelle fois. Voilà pour ce qui est donc de Trick Takers Kings, un jeu de pli assez intéressant avec plusieurs petits twists inattendus qui pour l'instant a attiré 304 contributeurs. J'attendrai quand même vos retours parce que je suis curieux de voir ce que vous en pensez. Êtes-vous amateur de jeux de pli? C'est pas forcément la catégorie des jeux qui attire le plus sur Kickstarter, mais je trouve celui-ci assez charmant, même si je ne suis pas encore sûr et certain de garder mon bac jusqu'à la fin de la campagne. Vous l'avez boudé cette semaine, cette nouvelle campagne de Board Game Tables renommée All Play, voilà, All Play. Et bien pourtant, ça marche toujours aussi bien. 2600 contributeurs à l'heure actuelle, 20 jours avant la fin de la campagne, 176 000 € d'engrangés. Pour l'instant, projet largement financé, bien évidemment. Alors vous les connaissez certainement si vous suivez Kickstarter depuis suffisamment longtemps, mais Board Game Tables, avant, bien sûr, faisait des tables de jeux de société, mais depuis 3-4 ans, ils se sont surtout concentrés sur la production de jeux de société, plutôt bien produits. Ça oscille entre les anciens jeux auxquels ils font une refonte, une nouvelle jeunesse avant de les ressortir, avec des upgrades de matériel notamment, et quelques petits points de règles revus et corrigés par exemple, et aussi des jeux nouveaux, totalement nouveaux et inédits. Là c'est le cas pour certains d'entre eux, je crois peut-être même tous, il me semble pas avoir vu de jeux précédemment sortis. Quoi qu'il en soit, cette fois-ci c'est Champ, Couture, Mindspace et Cell, toujours avec des thématiques radicalement différentes. Hein. Champ avec des dinosaures, Couture pour la haute couture, Mindspace c'est l'esprit, les émotions, le cerveau, et Cell c'est la navigation, aucun rapport les uns entre les autres. Encore une fois, on est sur des très petites boîtes, hein, 19$ la boîte, donc vraiment c'est des jeux très abordables, avec pour Champ un jeu de placement de tuiles, pour Cell un jeu coopératif de pli, un petit peu comme justement donc Trick Takers. Ensuite Couture qui est un jeu d'action simultanée entre les joueurs, et puis finalement Mindspace qui est un jeu de polyomino de Roll and Write qui est en fait plus ou moins un puzzle mental quoi en gros. Hein. Il y a aussi des upgrades et extensions pour chacun des jeux en question, pour Champ, pour Cell, pour Couture, pour Mindspace, etc. Pour Mindspace d'ailleurs des formes de cerveau qui sont quand même plutôt très classe et c'est bien pensé. Voilà, donc il y a peut-être aussi quelques petits ajouts à aller choisir si vous êtes amateur de ces jeux, et de petites upgrades, de petites deluxifications également, sachant que les upgrades extensions sont gratuites si vous prenez le bundle des 4 jeux. Donc si vous prenez les 4 jeux d'un seul coup, vous aurez aussi toutes ces extensions et upgrades matériel gratis au lieu des 48$ que ça coûterait à l'unité. Donc ça c'est quand même plutôt sympa aussi de leur part, ils savent bien vendre leurs jeux. Et comme d'habitude avec les jeux de Board Game Tables, il suit la même logique, à savoir des jeux très simples à expliquer, avec ceci dit une vraie profondeur stratégique, qui se joue relativement rapidement et qui invite vraiment les joueurs à refaire des parties et encore des parties et encore des parties. Donc ça donne un vrai goût de reviens-y, on va dire. Donc d'abord Chomp avec les dinosaures, la pose de tuiles, je vais vous présenter très rapidement parce que comme il y en a 4 dans une seule et même campagne, ça va prendre trop de temps, donc je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, un Chomp c'est du placement de tuiles on va dire, avec apparemment aussi quelques petites ressources à aller ajouter sur certaines tuiles, donc certainement un petit peu de gestion de ressources également. Sail de la navigation en coopération
avec un jeu de pli. Ensuite, couture avec des actions en simultané par gestion de main et des enchères. Et puis finalement, Mindspace, jeu de polyomino à écrire avec des dés sous forme de cerveau, c'est quand même plutôt classe. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà pour Champ, donc 1 à 4 joueurs, 20 minutes la partie. Ensuite, on va passer directement au prochain qui est Cell, qui lui est pour 2 joueurs uniquement, pour 20 minutes. Donc jeu de pli coopératif à 2 joueurs, attention, c'est une petite particularité de ce jeu également. Ensuite, on a également Couture qui lui se joue de 3 à 6 joueurs pour 20 minutes la partie. Ensuite, le dernier qui était donc Mindspace pour 1 à 5 joueurs avec un mode solo pour le coup, pour 30 minutes, avec donc ce jeu de polyomino dans les sphères du cerveau, avec les différentes émotions comme l'amitié, les hobbies, la romance, etc. etc. Maintenant, on va passer aux différents niveaux de pledge. Vous vous en doutez, de toute façon, chacun des jeux à l'unité coûte 19 $, je l'avais dit tout à l'heure, hein, les voici. Et ensuite, si vous prenez le gros bundle avec les 4 jeux, plus toutes les extensions et les upgrades matériels gratos, ça coûte 76 $. Ce qui reste relativement abordable quand on se dit que 76 $, c'est un prix relativement abordable pour un seul jeu sur Kickstarter ces derniers temps. Là, vous en avez 4 avec les upgrades par derrière, les extensions, donc bon, ça reste relativement abordable. Ensuite, vous pouvez aussi prendre tous les small games, donc toute la gamme des small games de All Play, du coup, maintenant avec leur nouveau nom, donc Board Game Tables, pour 199 $, donc les jeux précédemment sortis comme Mountain Goat, Sequoia, GPS, Chomp, Dandelions, etc. etc. Ensuite, les Tricky Card Games, il y a des petits bundles, ici par exemple les jeux de pli, j'ai l'impression. Small Box Big Games, donc les jeux un peu plus de profondeur de gameplay, mais qui sont relativement accessibles malgré tout, avec ici Big Top, Couture et Mindspace par exemple. Pour ce qui est du shipping, pour l'Union Européenne, c'est 9 $, quel que soit votre niveau de pledge, donc ça c'est quand même plutôt sympa. Même chose pour le Canada, 9 $ également, donc très abordable également. Pour le non-EU Europe, ça va être pour la Suisse par exemple, 14, 17, 24, ça change un petit peu par contre en fonction du niveau de pledge. Et pour nous qui sommes au Japon, 29, 56, 119, bon c'est très clairement un non merci pour nous parce que les frais de port sont vraiment pas abordables. Attention aussi pour la TVA, elle ne sera pas collectée séparément, donc non, il n'y aura pas de TVA ajoutée par derrière dans un potentiel Pledge Manager, ça c'est plutôt très cool. Et théoriquement, ça devrait être livré pour septembre 2023, donc assez rapide. Voilà pour ce qui est de cette nouvelle campagne de Board Game Tables qui visiblement n'aura pas su vous séduire, et pourtant c'est toujours relativement intéressant, c'est aussi un des seuls éditeurs qui réussit à faire des campagnes avec 2, 3, 4 jeux et faire des gros succès. Voilà pour ce qui est donc de Chomp, Cell, Couture et Mindspace. On continue tout de suite avec Homeworld Fleet Command, et oui, vous connaissez peut-être le jeu vidéo, puisqu'il s'agit d'une énième adaptation de jeu vidéo, il y en a de plus en plus ces dernières années, et ça nous vient de Modiphius, l'éditeur anglais, dont c'est le 8e projet sur Kickstarter, et qui s'est un petit peu spécialisé dans les licences transcrites en jeu de plateau. On avait par exemple ici Kung Fu Panda, d'ailleurs, j'avais oublié celui-ci, Conan, on avait aussi Corvus Belli, etc., etc., et puis surtout récemment, je crois que c'est presque 2 ans quand même maintenant, sur GameFound, donc pas sur leur page Kickstarter mais sur GameFound, ils avaient pondu aussi The Elder Scrolls, si je me souviens bien, mais qui avait reçu des retours, des critiques plus ou moins acerbes. C'est pas un jeu qui avait rencontré un franc succès d'estime. Un succès en termes de financement, oui, un succès d'estime, moins. Et du coup, il faut toujours prendre un petit peu les projets de Modiphius avec des pincettes, c'est pas forcément un gage de qualité extraordinaire non plus. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, ça a attiré 1630 contributeurs, 270 000 € d'engrangés à 23 jours de la fin de la campagne. C'est pas un énormissime succès pour un jeu à licence, mais c'est pas ridicule non plus. On est sur un jeu qui vous permettra de jouer en coop, mais également en chacun pour sa tronche, bien évidemment. C'est un jeu dans lequel vous allez incarner donc différents pilotes de vaisseaux intergalactiques, intersidérales. Vous pourrez vous mettre sur la tronche, il y aura différentes campagnes, différents scénarios dans lesquels vous pourrez vous tataner la tronche les uns les autres à grands coups de rayons laser, bien évidemment. Et c'est une exclusivité Kickstarter, veuillez m'excuser pour cette prononciation un petit peu dérangée par la migraine. Je me trouve des excuses parce que vous le
le savez si vous suivez la mission habituellement, c'est la même chose, même quand j'ai pas mal à la tête. Quoi qu'il en soit, c'est pour 30 à 60 minutes la partie, pour 1 à 4 joueurs. Il y a aussi un mode solo qui apparemment est plutôt convaincant si j'en crois les quelques retours que j'ai pu voir, mais à prendre avec des pincettes. Et c'est pour 14 ans et plus. Et cette version sera donc uniquement pour Kickstarter. Vous retrouverez certainement une version un petit peu allégée dans le commerce, si jamais version francophone il y a, c'est pas garanti non plus, mais en tout cas la version que vous voyez actuellement sur Kickstarter est exclusive à Kickstarter. Et en termes d'exclusivité, il y aura notamment des petits ajouts, des petits upgrades de matériel, comme vous le voyez ici avec ces vaisseaux transparents par exemple. Ensuite, petit point mis en avant aussi dans la campagne, c'est le fait que vous puissiez y jouer en solo, mais également en coop ou encore en PVP, donc chacun pour sa tronche, avec différents scénarios qui vous permettront de renouveler l'expérience à chacune des parties. Vous pouvez tester le jeu sur Tabletopia en l'état pour voir un petit peu ce que ça donne, ce qu'il a dans le ventre et s'il peut vous convaincre ou non, surtout si vous êtes un petit peu nostalgique de la licence de Homeworld. On continue un petit peu sur les highlights, donc encore d'autres points mis en avant par l'éditeur pour présenter son jeu. On aura ici une campagne en 10 parties qui pourra être mise en place dans laquelle les joueurs pourront chercher à se prendre à revers avec des combats d'escarmouches, etc. Ensuite, vous avez un aspect de Learn as you play qui est assez intéressant, que de plus en plus de jeux essayent de mettre ça en avant et de mettre ça en place, ce qui n'est pas forcément facile, ce qui n'est pas forcément aisé, mais ça vous permet donc de prendre en main le jeu progressivement au cours de votre première partie sans forcément avoir à lire absolument toutes les règles au préalable, ce qui va être assez intéressant, ce qui va être aussi assez casse-gueule si c'est mal fait. Le fait de pouvoir jouer en solo, en coop, en PVP, mais ça il le répète quand même 3-4 fois depuis le début de la campagne, et puis également Combine Multiple Copies, donc vous pourrez combiner différentes copies du jeu pour pouvoir faire des combats encore plus épiques apparemment, avec des centaines de vaisseaux, puisque oui, vous avez un petit peu de kiloplastique, vous l'entreapercevez un petit peu là, mais il y aura beaucoup de plastoc. Les pledge levels, donc les niveaux de pledge, on a un premier pledge, Fighter Pledge, pour le jeu de base, plus les stretch goals, le tout pour 75 livres, soit 90 $, c'est peut-être un petit peu plus parlant, parce que c'est plus proche des euros. Donc 90 $ pour le pledge de base. Ensuite, on a le pledge Commander, qui lui s'accompagne en plus de ce que vous avez précédemment de l'extension que vous voyez ici, donc l'expansion box, le tout pour 150 $, avec encore plus de matos. Ensuite, on a le Pledge Admiral pour 175 livres, donc 210 $ pour cette fois-ci l'extension de box, plus la Cushion Fleet Box et la Titan Fleet Box, donc encore plus de vaisseaux, encore plus de factions disponibles. Vous voyez les deux factions ajoutées ici d'ailleurs. Et puis c'est tout pour ce qui est des pledges, mais ça fait quand même pas mal, et au final ça fait quand même 210 $ le pledge all-in, donc c'est quand même assez chéro. Voilà un petit aperçu également de ce qu'il y a dans la boîte de base. Attention, c'est uniquement la boîte de base, donc les différents plateaux, il y en a deux, donc apparemment c'est double face, plus les miniatures dans tous les sens. Elles ont l'air d'être pas mal, sans être époustouflantes non plus. Ensuite, toutes les cartes qui vont avec, les tokens, etc. Bon, le matériel n'a pas l'air d'être extraordinairement beau non plus en termes de direction artistique et de qualité du matos. Mais bon, c'est pas vilain non plus. Après, je suis assez peu fan des jeux d'escarmouche et je suis aussi assez peu fan des jeux qui se déroulent dans l'espace intersidéral. Vous le savez si vous suivez la chaîne depuis assez longtemps, je le dis assez fréquemment. Du coup, le jeu n'a pas grand chose pour me séduire moi. Est-ce que ce sera le contraire pour vous? Je serais bien curieux de le savoir, mais pour moi, en tout cas, c'est pas un truc qui m'attire outre mesure. On va essayer de trouver directement les frais de port maintenant qu'on a passé un petit peu en revue les prix et puis les différents mécanismes que promet le jeu. Excusez-moi. Vous pouvez aussi voir en add-on les extensions, un Cushion et Titan pour 65 $ pièce, donc assez cher l'extension. Et donc je parlais tout à l'heure des frais de port, on va essayer de les trouver assez rapidement. C'est ici que ça se passe visiblement. Alors, en France du pledge, donc Fighter Commander Admiral et de la région. Pour le Canada, ça va aller de 15,10 $ à 26,80 $. Ok. Pour l'Union Européenne, de 14,90 à 22,30 $. C'est vrai qu'en termes de frais de port, c'est pas trop onéreux. Et pour le reste du monde, donc le Japon, 47 à 82 $. Par contre, là, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, bon, de toute façon, si j'étais pas intéressé, mais même si je l'avais été, les frais de port m'auraient certainement empêché de mettre la main dessus. Voilà pour ce qui est de Homeworld, et juste pour le fulfillment, donc la livraison. Théoriquement, ça devrait être pour le 4e trimestre de 2023, donc ils promettent une livraison assez rapide. C'est un petit peu ambitieux, mais bon, après tout, pourquoi pas, c'est peut-être possible. Est-ce qu'il y a une mention à propos de la TVA également? J'en vois pas pour l'instant. Et c'est vrai que j'aime pas du tout la police de caractère qui rend ça un petit peu illisible, c'est assez difficile
comment dirais-je, d'isoler certains mots clés que j'ai l'habitude de chercher, donc bon, j'ai un petit peu la flemme. Parce que, je sais pas, j'ai pas envie de dire de conneries, j'ai pas envie de dire une grosse bêtise, donc pour le coup, on va dire peut-être. Voilà quelques autres jeux d'ailleurs, Skyrim, le fameux Elder Scrolls dont je parlais tout à l'heure, qui présentait visuellement pas trop mal en termes de boîte, mais le reste n'était pas très convaincant. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour Homeworld Fleet Command, 1630 contributeurs, 270 000 € d'engrangés, 23 jours avant la fin de la campagne. Bon allez, avant le prochain, je me prends une petite gélule contre la migraine parce que j'en ai marre. Voilà. Ouf. Bon, ça va prendre une demi-heure, j'aurais fini la deuxième partie de la vidéo avant, mais c'est pas grave, c'est l'esprit. Mais en même temps, pour être tout à fait honnête, j'ai remarqué, c'est peut-être je me suis tatamisé, je me suis japonisé avec le temps, mais en fait j'ai remarqué que, je dis ça, c'est peut-être une connerie, c'est peut-être pour tout le monde pareil, en fait quand je bosse ou quand je fais quelque chose qui s'apparente à du boulot, comme c'est le cas maintenant, j'oublie en fait vachement facilement que j'ai mal au crâne. Ça revient de temps à autre, mais bon. Quoi qu'il en soit, Blueprints of Mad King Ludwig, a flip and sketch strategy game. Eh bien, on repart encore dans l'univers de Mad King Ludwig, donc du roi fou Ludwig. On avait déjà eu 2 ou 3 jeux dans cet univers. Il y en avait eu d'ailleurs chez Stonemaier Games. Il y avait Between Two Castles of Mad King Ludwig aussi. Enfin, ouais, je me rappelle plus, mais il y en avait déjà 2 ou 3 dans cet univers-là. Et ils nous reviennent cette fois-ci, donc c'est Bézier Game qui reprend la licence pour nous pondre Blueprints of Mad King Ludwig. On va cette fois-ci devoir dessiner les plans du château de Ludwig. 1122 contributeurs sont déjà convaincus par le projet, 75 000 € d'engrangés, donc le projet est largement financé, à 25 jours de la fin de la campagne. C'est un jeu qui est un petit peu à mi-chemin entre le... comment dirais-je c'est pas du roll and write, c'est une sorte de flip and write, et c'est un petit peu du polyomino également. On va choisir différentes pièces qui sont étalées sur la table. Je vais essayer de trouver une illustration, voilà, comme ça ici, et on va les colorer en fait sur notre piste personnelle, sur notre feuillet personnel, avec des couleurs. Il y aura même dans la version Deluxe des stylos, c'est pas du tout des stylos, c'est des crayons de couleur qui seront fournis également, et donc vous allez dessiner les plans de ce château du roi fou Ludwig. Et vous aurez donc tout un tas de conditions de scoring que vous pourrez essayer d'activer pour réussir à choper le plus gros score autour de la table. Voilà pour ce qui est un petit peu de la base du gameplay. Pour le reste, on va aller voir directement les pledges. Là, pour le premier pledge, c'est le retail, donc c'est pour les boutiques, c'est un petit peu moins intéressant. Pour ceux qui voudraient backer durant la campagne, c'est beaucoup plus intéressant de chercher de la Deluxe. La Deluxe, donc pledge numéro 2, qui en plus inclut des game trays pour le rangement, c'est quand même vachement agréable. Certainement ce qui ici s'apparente à un playmat, je pense que c'est le cas a priori, à moins que ce ne soit le plateau, non c'est un néoprène, ouais, c'est ça, playmat en néoprène, donc ça rajoute pas mal de valeur également. 4 ou 5 boîtes de crayons de couleur, donc pour chacun des joueurs c'est quand même vachement sympa. Tout un tas de feuillets bien évidemment, les petites feuilles également de mission, ça c'est un tas de tuiles de différentes formes apparemment également. Bref, matériel plutôt classe, et en plus de ça donc les game trays pour ranger et réinstaller votre jeu vachement rapidement, le tout pour 70 $. Bon, c'est vrai que rien que ne serait-ce qu'avec le game trays et avec le tapis de néoprène, plus les crayons de couleur également, je me dis que le prix est pas trop pété quand même, hein. Soyons honnêtes, c'est quand même relativement abordable, même si pour la catégorie de jeu, ça me semble un peu cher, mais pour le contenu en termes de matériel uniquement, ça va, honnêtement. Alors, apparemment, dans l'état, il y a 96 pièces différentes que vous pourrez dessiner dans le château du roi Ludwig, ce qui vous permet tout un tas de combos et d'emplacements variés sur votre château, comment dirais-je, de combos de pièces les unes avec les autres. Il y a quand même une multitude de combos à aller imaginer, ce qui permettra de faire des plans un petit peu ravagés du ciboulot, hein, soyons honnêtes, c'est pas forcément de la grande architecture que vous allez faire, mais en même temps c'est pour un roi fou, donc ça se justifie, et thématiquement c'est sympa de ce point de vue-là. Ensuite, les stretch goals, on s'en fout, on passera plutôt là-dessus dans le suivi du menu crowdfunding. Pour les add-ons, vous pouvez aussi ajouter une copie supplémentaire de la Deluxe pour 70 $, ou 2, ou 3, ou 4, hein, vous pouvez en ajouter autant que vous le voulez, ça fera baisser aussi les frais de port, mais par contre pas le prix à l'unité, ça c'est un petit peu dommage. Vous pouvez aussi ajouter des sets de crayons de couleur, vous pouvez aussi ajouter un taille-crayon en forme de château, ça c'est plutôt sympa. Je l'avais vu un petit peu plus haut dans une illustration de campagne, mais je ne savais pas à quoi ça servait. Pour le coup, c'est un taille-crayon assez original, pour 5 $. Ensuite, vous pouvez remplacer, je sais pas si c'est remplacé ou si c'est juste un set supplémentaire de Poker Chip Favors, donc les petits tokens de faveur qui seront remplacés par des tokens des jetons de poker. Donc ça c'est plutôt très classe, un petit peu de deluxification peut-être. Ensuite, vous pouvez aussi acheter des feuillets supplémentaires pour être sûr d'en avoir
pour longtemps, le tout pour 10$ de plus, c'est un petit peu cher, ce serait peut-être plus pratique de pouvoir les télécharger et les imprimer par soi-même. Ensuite, aussi des gommes en format de château, c'est assez sympa. Du coup, ils vont vraiment jusqu'au bout de la logique thématique, c'est plutôt sympa. Ensuite, pour le shipping, pour le Canada, c'est 17 ou 18$ en fonction du niveau pledge, mais pour vous, c'est plutôt le 2, parce que le pledge numéro 1, soyez c'est quand même plutôt pour les retail, donc pour les boutiques, donc plutôt le pledge 2 pour vous, à mon avis. Donc 18, et je vous rappelle également que vous pourrez aussi, pour le pledge numéro 2, ajouter une copie, 2 copies, 3 copies, 15, 20, 30 copies supplémentaires. Ce sera apparemment le même tarif pour ce qui est des frais de port. Ensuite, pour le reste de l'Europe, 23 $, je sais pas, 23$ peut-être, de frais de port. Ça c'est pour le reste de l'Europe, donc certainement la Suisse, parce qu'en fait l'Union Européenne est aussi incluse dans la première partie, donc également 18$. Pour le reste de l'Asie, donc pour nous, ce serait 45$, donc encore une fois, c'est quand même très cher pour ce qui est de l'Asie. Par contre, la TVA sera ajoutée dans le Pledge Manager, donc vous aurez un petit billet supplémentaire à sortir une fois que celui-ci sera mis en place. Voilà pour ce qui est de Blueprints of Mad King Ludwig, un flip and sketch, c'était ça le terme qu'ils ont utilisé, d'accord, flip and sketch, bon c'est un flip and write, mais comme il faut plutôt colorier, dessiner que véritablement écrire, ils ont fait flip and sketch, voilà. 1122 contributeurs, 25 jours avant la fin de la campagne. Et on termine cette deuxième partie de la journée, donc la deuxième partie des plats de résistance de la semaine, avec Volt. Vous avez été assez nombreux, mine de rien, à voter pour lui dans le sondage de la semaine, parce qu'à la base, moi je comptais le prendre dans les entrées, dans les amuse-bûches, les amuse-bouches, ça n'a aucun rapport, les amuse... Voilà, je suis perdu, je suis perdu. Flinguez-moi, chérie, flingue-moi s'il te plaît. Les amuse-bouches donc disais-je, mais finalement vous étiez assez nombreux à voter pour lui, et du coup je l'ai mis dans les plats de résistance. Volt, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de sci-fi, c'est un jeu de science-fiction dans un univers un petit peu, comment dirais-je, cyberpunk on pourrait dire, qui est en fait un tabletop RPG. Donc c'est un RPG sur table avec du matos de jeux de société. Pour l'instant ça a attiré 175 contributeurs, 13 000 € d'enragés, donc on n'est pas encore tout à fait financé comme vous pouvez le voir, il reste encore un petit peu de chemin à faire, mais ça devrait pouvoir se faire. À 27 jours de la fin de la campagne, on a largement le temps pour aller chercher les 18 000 € nécessaires. Quoi qu'il en soit, le cyberpunk dans toute sa splendeur avec Volt, alors dans toute sa splendeur c'est pas forcément la direction artistique que je préfère dans le genre, mais bon, j'avais envie de sortir cette expression un peu vieillotte. Donc pour ce qui est du gameplay, on va essayer de descendre un peu plus bas pour en apprendre plus. Bon, vous le voyez, on est sur des grille assez classique, hein, c'est très propre à ce genre de RPG. On va avoir des terrains avec des grilles, enfin un terrain décomposé en grilles avec différents emplacements, différentes ressources qui seront apposées également. On va déplacer nos personnages, on va rencontrer des NPC, on va combattre, etc. Là-dessus c'est relativement classique. C'est un RPG, donc nos personnages vont être aussi amenés à progresser, à choper peut-être de nouvelles compétences et ainsi de suite. Vous aurez des boss, des combats de boss tels que ici par exemple le Bob, par exemple, qui aura lui aussi ses propres compétences asymétriques, ses propres particularités, devrais-je dire. Ensuite, pour ce qui est de la création de vos personnages, vous aurez différents phénotypes, on va dire différents archétypes, c'est plutôt ça le mot que je voulais chercher, de personnages, auxquels vous pourrez aussi ajouter un style qui lui sera propre, donc Mystique, Slayer, Strategist ou Titan. Vous pourrez aussi choisir deux classes pour renforcer encore un peu plus la personnalisation plutôt, de votre personnage. Vous pourrez aussi lui assigner différentes statistiques et compétences propres, donc il y aura quand même pas mal de personnalisation de votre personnage qui en plus va être amené à progresser au fur et à mesure de l'aventure, excusez-moi. Le tout est peut-être accompagné d'une appli, non, je dis une connerie là. Non, je dis une connerie, j'ai l'impression. C'est juste un aspect visuel qui me fait penser ça, mais en fait, c'est pas le cas a priori. Continuons, on va aller chercher à en apprendre un petit peu plus sur, par exemple, les character styles ou les classes of Volt. Donc, on aura tout à l'heure, je l'ai dit, les Mystics, Slayer, Strategist, Titan, qui auront ici pour les Mystics des pouvoirs un peu magiques. Les Slayer auront des compétences comment dirais-je, particulièrement violentes, d'assassinat particulièrement efficaces. Les stratèges, bien évidemment, auront à cœur de mener un petit peu la totalité du groupe en donnant des ordres à telle ou telle personne. Les Titans, c'est certainement des sacs à PV, donc des tanks, si je puis dire, qui prendront les dégâts pour les autres, j'imagine. Ensuite, vous avez tout un tas de classes, donc les agents, les docteurs, les dénicheurs d'infos, les runners, classiques du style cyberpunk, les snipers, etc. Beaucoup de classes, et en plus de ça, donc les styles de caractère, enfin de personnages. Donc vous pourrez vraiment ajouter pas mal de personnalisation à vos persos.
Alors, les pledge levels, on a un pledge de départ qui est uniquement en PDF, donc pas de matos, pour 35$. Et du coup, 35$ pour un PDF, c'est un petit peu chéro, mais bon, il y a quand même l'air d'avoir beaucoup de contenu. Ensuite, si vous voulez le Vault Rulebook Tier, donc avec le livret de règles qui va avec, en format physique cette fois-ci, c'est 59$. Et ensuite, si vous voulez vraiment la version physique totale, c'est le World Shaper Box Set Tier qui vous coûtera 85$ pour le livret de règles qu'on a vu ici, qui est un truc assez conséquent, plus le matériel qui va avec pour un peu plus d'immersion. Mais au final, ça reste un jeu de RPG, donc c'est pas vraiment le type de jeu que je présente en règle générale, mais bon, je fais une petite entorse au règlement, et en plus de ça, il avait reçu quand même pas mal de votes, donc ça c'est mérité. Vous avez aussi un pledge un peu plus orienté mécénat, le Tyrannosaurus Tier, pour 600$. Et pourquoi je dis que c'est du mécénat? Parce qu'en fait c'est la même chose que le pledge précédent, sauf que vous pouvez aussi ajouter un petit peu de vos propres propositions dans le jeu. Vous aurez aussi votre nom mentionné dans les crédits de fin de livret de règles peut-être également. Vous aurez l'opportunité de designer certains éléments du jeu avec les créateurs, etc., etc. Donc c'est vraiment plutôt du mécénat qu'autre chose. À moins que vous ne vouliez vraiment faire un cadeau, vous incluiez un pote dans le jeu par exemple, sur les choses-là. Ma foi, c'est à peu près tout. Pour ce qui est des frais de port pour la version physique, je ne le trouve pas, donc peut-être qu'ils n'ont pas prévu, parce que c'est un RPG, on peut le télécharger en version PDF, ils n'ont peut-être pas pensé à mettre les frais de port, ce qui est un petit peu dommage. Au pire, on peut, par acquis conscience, checker ici rapidement. Alors, ce serait pour, allez, disons, la France. Et ben non, il n'y a pas les frais de port à côté, donc je sais pas. Écoutez, en l'état, les frais de port, on se les met quelque part. Et voilà pour ce qui est de Vault, c'était le dernier projet des plats de résistance de la semaine. Je pense que je ferai les gros projets de la semaine, donc les desserts, demain, parce que là vraiment j'en ai marre. Le mal de tête n'aidant pas, je vais me reposer un petit peu pour vous faire les 3 derniers gros projets de la semaine, même s'il y en a un qui est pas si gros que ça et qui se porte pas très bien finalement cette semaine, pour demain. Du coup, à demain, même si pour vous ce sera dans 30 secondes. Et on se retrouve donc 24 heures plus tard pour la 3e partie, le dessert de ce menu crowdfunding. Et oui, je me doute bien que certains d'entre vous ne consultent que cette dernière partie, donc vous ne comprendrez pas pourquoi je reprends 24 heures après. Parce que oui, j'ai fait une pause après la 2e partie, parce que j'ai mal au crâne. Donc voilà, vous le savez aussi, même si vous avez zappé les 2 premières parties du menu crowdfunding. Parce que je le sais, je regarde un petit peu les statistiques de la chaîne, et en moyenne, à ma plus grande peine, ma grande tristesse, le menu crowdfunding est en moyenne visualisé à hauteur d'une 20aine de minutes par vidéo, par semaine, en général entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc je suis un peu tristesse, je parle la majeure partie du temps dans le vent, visiblement. Mais bon, je vous comprends, hein, sur des vidéos de long format avec un chapitrage bien agencé, j'ai tendance à zapper aussi certaines parties qui m'intéressent assez peu. Donc je vous comprends, je vous comprends. Quoi qu'il en soit, les 3 jeux de ce dessert de la semaine, il y en a donc 3, je viens de le dire, et le premier c'est Set a Watch Forsaken Isles. C'est la 3e campagne de Set a Watch, la 3e campagne pour cet univers de Set a Watch. Cette fois-ci, il s'agit de Forsaken Isles plus, vous le voyez ici, Doomed Run. Alors Doomed Run, en fait, c'est une sorte de mini-extension elle-même qui vous permet aussi d'inclure tout ce qui a été précédemment sorti pour Set a Watch, y compris la nouvelle extension Forsaken Isles. Alors oui, je viens de le dire, c'est un jeu qui a eu déjà plusieurs sorties au préalable sur Kickstarter. On commence tout de suite d'ailleurs par un petit récapitulatif de cet univers qu'est Set a Watch. Vous voyez ici la première campagne, c'était à l'époque, je crois en 2020, si mes souvenirs sont bons, avec 5875 contributeurs, donc très belle campagne pour Set a Watch, avec une très belle direction artistique, un joli petit matériel dans une boîte assez menue, on va dire, un matériel assez contenu. Ensuite, il y avait une extension quelques temps plus tard, ici, Set a Watch Swords of the Coin, qui avait attiré un peu moins de 4500 contributeurs, donc on avait déjà une petite chute de 1400 contributeurs, donc c'est quand même pas rien. Et là, du coup, ils nous reviennent avec une ultime extension plus une big box pour contenir le tout, intitulée donc Forsaken Isles, plus une sorte de micro-extension qui est la big box, en fait, qui s'intitule Doom Run.
Comme par le passé, hein, cette nouvelle extension ne change rien de radical à l'univers et au jeu de cette Watch, simplement. Donc c'est toujours un jeu de coopératif, hein, pour 1 à 4 joueurs, avec du puzzle tactique en gros, hein. On va donc chercher à maintenir son feu de camp tout en envoyant certains de nos personnages aux alentours pour détruire un petit peu du monstre qui chercherait à mettre fin à nos jours. C'est toujours pour 1 à 4 joueurs, c'est toujours pour 60 à 90 minutes, même si il y a aussi une petite nouveauté en termes de durée de partie, c'est qu'il y a aussi un mode de jeu intitulé Short Game, qui vous permettra d'avoir également, j'imagine, en tout cas si on en croit le titre, des parties un petit peu plus courtes potentiellement. Et c'est toujours pour 13 ans et plus également. C'est également un jeu qui va apparemment venir s'enrichir pas mal de stretch goals au cours de la campagne, donc on aura pas mal de matière à traiter lorsque viendra l'heure du suivi du menu crowdfunding, assez rapidement d'ailleurs, parce que comme vous le voyez ici, on est déjà à 13 jours de la fin de la campagne, donc on est sur une campagne relativement courte, et je pense qu'on le verra rapidement du coup dans le suivi du menu crowdfunding. 2500 contributeurs pour l'instant, c'est pas mal du tout. Je pense qu'on va certainement dépasser la deuxième campagne du jeu. Par contre, est-ce qu'on dépassera la campagne initiale de cette Watch? C'est pas garanti, mais c'est un jeu qui quand même bénéficie d'une assez bonne, une assez bonne popularité sur BGG notamment, qui a une plutôt bonne note, et c'est un jeu qui se prête apparemment plutôt très bien au solo. Même si c'est un jeu coopératif jouable jusqu'à 4, je vois beaucoup de posts sur le jeu qui jouent principalement au solo. Donc peut-être que c'est un jeu qui se prévaut avant tout d'un excellent mode solo. Quoi qu'il en soit, cette Watch, avec ici Doomed Run, je vais vous en parler brièvement tout à l'heure, c'est la Big Box, donc cette fameuse boîte qui vous permettra d'inclure la totalité de ce que vous avez précédemment acheté pour cette Watch, y compris la nouvelle extension, et Doomed Run en lui-même, c'est aussi une extension supplémentaire. Attention, c'est aussi, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, hein, en tout cas pour Forsaken Isles, je sais pas si c'est le cas pour Doomed Run, j'ai oublié de checker tout à l'heure, mais en tout cas pour ce qui est de Forsaken Isles, comme c'était déjà le cas pour la deuxième campagne aussi, c'est aussi un standalone, vous n'avez pas besoin du jeu de base pour pouvoir profiter de Forsaken Isles. Donc ça aussi, sachez-le, si vous n'avez pas encore pénétré l'univers de cette Watch, vous pouvez tout à fait le faire via cette nouvelle extension, sans avoir pour autant besoin d'acquérir la première version du jeu, donc le jeu de base, disons. Donc pour le reste, voici un petit peu un aperçu de ce qui est contenu dans cette fameuse extension standalone, donc Forsaken Isles, avec 30 cartes de créatures, 4 nouveaux plateaux d'aventuriers. On pourrait incarner cette fois-ci le golem, une sorcière, un corsaire ou un druide. 20 cartes de compétences également, tout un tas de dés pour accompagner le gameplay, parce qu'il y a beaucoup de jets de dés dans ce jeu-là apparemment. Un nouveau tableau de marchand, enfin plateau pardon, de marchand, donc est-ce que c'est une nouvelle mécanique potentielle? Là-dessus, je ne saurais pas vous le dire. J'ai su qu'il y avait également quelques petites nouveautés en termes de mécanismes, mais j'arrive plus à les retrouver. On verra ça un petit peu plus tard, c'est pas très grave. Quoi qu'il en soit, 26 nouvelles cartes d'items, des pièces en carton ou en métal en fonction de la version que vous prenez, j'imagine. Ensuite, 21 nouvelles cartes de lieux. Des nouveaux tokens dans tous les sens, bien entendu. Ensuite, pour ce qui est de Doomed Run, donc la Big Box avec son extension propre, qui s'accompagne de 7 nouveaux aventuriers, donc c'est une assez conséquente extension pour le coup. On voit ici The Royal, The Bard, The Knight, les autres sont encore dissimulés, peut-être qu'ils seront dévoilés au fur et à mesure dans les actualités de la campagne, je ne sais pas. 35 nouvelles cartes de compétences, ensuite, qu'est-ce que d'autre, 30 nouvelles, comment dirais-je, 30 nouveaux lieux à aller visiter, explorer, un nouveau plateau de camp avec apparemment un pliure au milieu, enfin j'ai bien bifold, je crois que c'est un plateau à plier en deux parties quoi. Quoi qu'il en soit, le livret de règles, les 50 cartes de quête supplémentaires, les items mythiques, etc., etc. Donc il y a même des petits séparateurs de decks de cartes, ça c'est toujours sympa pour mieux organiser son jeu. Les stretch goals, ils sont dévoilés ici, il y en aura apparemment en journalier et aussi certains qui seront dépendants de l'évolution du financement de la campagne, également le nombre de backers qui va entrer en cours de partie également. Donc voilà, bref, quoi qu'il en soit, pas mal de stretch goals qu'on dévoilera au fur et à mesure. Les pledge levels, vous le voyez, pour Forsaken Isles, que vous pouvez tout à fait prendre en standalone comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il vous en coûtera 32 $. Ensuite, pour le Cult of the New, donc toute la nouveauté, tout ce qui est sorti durant cette campagne, donc l'extension Forsaken Isles, extension standalone, j'ai pas envie de vous induire en erreur, plus Doomed Run, donc la Big Box, pour 76 $. Ça serait éventuellement pour ceux qui possèdent déjà le jeu de base et la précédente extension sortie il y a un peu moins d'un an, si mes souvenirs sont bons.
donc 76 $. Ensuite, pour la trilogie des standalone, donc les 3 standalone sans la Doom Run, 96 $. Et enfin, pour le All-in Bundle, pour ceux qui voudraient commencer leur aventure dans l'univers de Sadwatch, c'est possible avec ce Big Box All-in, donc la Big Box plus les 3 extensions standalone, le tout pour 159 $. Ensuite en add-on, vous pouvez aussi ajouter chacune des 3 boîtes de standalone à 32 $ à l'unité, donc pour ceux qui éventuellement auraient manqué la deuxième campagne ou uniquement la première par exemple. Également, la petite extension, la micro-extension Outriders est disponible pour 10 $ et qui vient ajouter 34 nouvelles créatures ainsi que 6 Unhallowed. Je ne sais pas ce à quoi ça correspond, je crois que c'est les boss du jeu si mes souvenirs non, sont bons, ainsi qu'une nouvelle mécanique intitulée Rider. Je ne sais pas très bien à quoi ça correspond ceci dit, mais ça concerne les créatures apparemment. Ensuite, vous pouvez aussi acquérir le playmat en tissu, apparemment, pas en néoprène pour le coup, apparemment, pour 10 $. Ensuite, les pièces de métal et le sac qui va avec pour 12 $ également. Ici, un petit résumé des différentes phases de jeu auxquelles vous serez confrontés dans le jeu si jamais vous vous lancez dans l'aventure avec la phase de campement, la phase de marchandises, on va dire. Ensuite, les attaques d'ennemis sur votre camp. Ensuite, les compétences que vous allez activer avec vos personnages asymétriques. J'aurais dû le dire depuis le début, mais je pense que vous êtes au courant si vous suivez un petit peu et que vous connaissez déjà l'univers de Sadwatch. C'est des héros, des aventuriers asymétriques. Et ensuite on va révéler un nouveau lieu sur lequel on déappellera notre nouveau campement et ainsi de suite et ainsi de suite. Ensuite, continuons avec les nouveaux personnages. Vous voyez ici le corsaire, le druide, la sorcière, le golem, etc. Donc autant de nouveaux aventuriers que vous pourrez manipuler, que vous pourrez contrôler avec chacun leurs propres compétences asymétriques et leur propre synergie à imaginer, bien entendu, à chacune de vos parties. Ensuite, continuons un petit peu, on va pas dévoiler toutes les nouveautés sur l'autre extension, donc Doom Run. On va continuer directement pour aller chercher les shipping. Voilà, le shipping, donc les frais de port. C'est décomposé en zones. Alors pour la France, du coup, Belgique, France, Luxembourg par exemple, on est dans la zone 2, donc ce serait 12 à 21 $ de frais de port en fonction de votre niveau de pledge. Ensuite, pour nos amis canadiens, où êtes-vous canadiens? Je ne vous trouve point, amis canadiens. Pourtant, vous êtes forcément quelque part. Bref. C'est toujours quand on cherche ce genre de petits trucs qu'on trouve pas, alors que les gens qui regardent la vidéo le trouvent tout de suite. Hein, voilà, pourtant, c'est dans la zone 2 aussi, hein, Canada. Voilà. C'était tout simple. En fait, je cherchais par ordre alphabétique, sauf que c'était pas l'ordre alphabétique, c'était simplement par un ordre de continent, puis ordre alphabétique. Quoi qu'il en soit, aucun intérêt. Nous, on est dans la zone 3 pour le Japon, donc ce serait 15 à 25. C'est pas exagéré en termes de frais de port pour le Japon, pour une fois, et ça fait plutôt plaisir. Et c'est vrai que c'est un jeu qui m'a souvent intéressé, souvent titillé. Là, en plus, l'opportunité de prendre un all-in, c'est forcément encore plus intéressant, mais ça coûte assez cher si on prend le all-in. Et c'est vrai que quitte à prendre durant cette campagne, autant rendre ça intéressant en termes de frais de port, parce qu'il y a assez peu de différence, hein, 10 $ à peine. Donc ce serait le all-in ou rien certainement pour moi, mais a priori j'aurais quand même tendance à dire rien, mais bon, on verra bien. Et puis également pour les Suisses, ça coûte encore un peu plus cher, zone 4, donc 25 à 32 $ pour les Suisses malheureusement. Voilà donc pour ce qui est de Sadwatch avec cette ultime extension, puisque qui dit Big Box dit en général dernière et ultime extension, ça a l'air d'être le cas, d'ailleurs je crois que c'était marqué, oui c'est ça, Final Standalone Expansion, donc la dernière extension standalone de Sadwatch intitulée Forsaken Isles et qui s'accompagne d'une Big Box elle-même intégrant une mini-extension intitulée, une extension intitulée Doom Run. Donc 2539 contributeurs pour l'instant, 13 jours avant la fin de la campagne et environ 175 000 € d'engrangés, projet donc largement financé comme prévu et ça devrait aller flirter avec le résultat de la première campagne si tout se passe bien. On verra bien en tout cas. On enchaîne avec le gros projet de la semaine, peut-être l'un des plus gros projets depuis le début de l'année. Enfin bon, il y a les Marvel United Multiverse, bien sûr, mais c'est un petit peu à part pour moi. On attaque tout de suite Stone Saga, donc le nouveau projet de Games. Alors Games, c'est Out of My Mind, si je me souviens bien. C'est un jeu qui figurait dans le top 25 des jeux que j'attendais pour l'année 2023 sur Kickstarter, GameFund et compagnie. Et c'est maintenant qu'il se lance, donc début février. On a une campagne qui flirte déjà
avec le million d'euros. C'est une très belle première semaine de campagne, hein, 6426 contributeurs à l'heure où je vous parle, 17 jours avant la fin de la campagne. On va franchir le million très aisément. On va certainement aller chercher plus de 10 000 contributeurs, ça c'est une certitude, mais peut-être même plus de 15 000, on verra bien selon l'évolution de la campagne. Pour rappel, Games, donc Out of My Mind, ils ont déjà 4 projets, enfin 3 projets plus celui-ci, à leur effectif. Le premier ayant été Last One Standing, qui n'a pas fait beaucoup parler de lui, avec à peine 500 contributeurs à l'époque. Puis d'un seul coup, ils se sont fait une grosse réputation avec Stars of Acarios, qui avait fait 7500 contributeurs, qui a une très belle réputation, qui a une version française d'ailleurs aussi. Avec je crois que c'est une note de 8.2, 8.3 sur BGG, donc un jeu qui a vraiment très bien marché. Ensuite, encore plus gros succès pour Mythwinds, malgré des critiques beaucoup plus mitigées que Stars of Acarios. On a beaucoup de critiques relativement négatives vis-à-vis du jeu, aussi parce que c'est un jeu qui n'a pas... Enfin, oui et non, qui n'a pas vraiment de fin, ou qui est présenté comme étant un jeu n'ayant pas de fin, d'objectif ultime à résoudre, mais qui a quand même attiré 11 000 contributeurs. Faut dire qu'il jouissait aussi d'une direction artistique vraiment à tomber, comme c'est toujours le cas depuis Stars of Acarios, hein, parce que Stars of Acarios, Mythwinds et maintenant Stone Saga ont tous une très belle direction artistique, même si celle de Stone Saga pour le coup me laisse un tout petit peu plus froid. Quoi qu'il en soit, je pense que Stone Saga va assez facilement dépasser Mythwinds, et donc on va avoir un nouveau record de résultats pour Games. Alors, on en revient à la page de Stone Saga, le jeu donc, avec une très belle couverture, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est très joli. Et on est ici dans un jeu de survie avec du craft. Vous êtes en fait dans un monde, comment dirais-je, préhistorique. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui s'apparente à notre univers, mais dans une version préhistorique, ou si c'est vraiment un univers radicalement différent avec un peu de fantasy. Je crois que c'est un petit peu le cas, parce qu'on voit aussi certains sortes de comment ils appellent ça, des bahamutes, enfin pas des bahamutes, des behemoths si je me souviens bien, bref des créatures mythiques, mystiques, qui sortent un petit peu dans le jeu, donc a priori c'est préhistorique mais dans un univers un petit peu fictionnel, disons. Quoi qu'il en soit, très beau matos, comme souvent avec Games d'ailleurs, puisque vous voyez qu'on aura des tuiles de régions que l'on pourra explorer, et ces tuiles reposeront elles-mêmes sur des porte-tuiles en plastique. Et on peut se dire que c'est pas forcément très nécessaire, ce qui est sans doute pas faux, mais c'est vrai que ça rajoute un petit peu de la deluxification. Les tuiles tiennent bien en place, elles vont pas être amenées à glisser selon vos mouvements, etc. Donc oui, c'est une deluxification peut-être un tout petit peu superflue, mais si on est amateur de deluxification, on est quand même preneur, soyons honnêtes. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu en coop, comme je le disais, donc de survie et de craft. Il y a vraiment tout un élément de crafting, donc de fabrication d'objets à partir de différents éléments que vous aurez su récolter par le passé, donc au fur et à mesure de votre campagne, qui a l'air d'être vraiment très intéressant. Certaines des reviews que j'ai pu lire ou entendre ou voir en anglais mentionnaient que c'était vraiment le système de craft le plus satisfaisant qu'ils aient pu voir dans un jeu de société jusqu'à présent. Bon, toujours à prendre avec des pincettes, certaines de ces reviews étant payées. C'est pour 1 à 4 joueurs, donc apparemment pas mal aussi pour le solo, hein. Pour 30 heures de campagne, plus éventuellement si vous prenez les extensions également, pour 14 ans et plus, et pour des parties qui vont aller de 60 à 120 minutes, donc ça peut être relativement court, et j'imagine que ce sera surtout le cas pour les premiers scénarios, comme vous voulez, qui seront un peu plus du domaine de l'introduction véritablement des mécanismes et de l'histoire, et que ça va venir peut-être s'élargir un petit peu au fur et à mesure que vous progressez dans votre campagne. Vous aurez aussi, comme vous l'entreapercevez ici, différents personnages que vous pourrez incarner, qui auront certainement un petit peu d'asymétrie aussi, puisqu'ils auront un petit peu de particularité, un petit peu de lore différent, des surnoms différents, puisque je crus voir ça un peu plus tard dans la campagne, on verra ensemble, que certains sont plus axés sur la sagesse, d'autres sur la recherche de récolte, etc. Bon, on verra ça un petit peu ensemble par la suite. Le résumé de l'éditeur lui-même, donc coopératif, avec un mode campagne, de la survie avec du craft, et puis un monde persistant qui va être impacté par vos choix au fur et à mesure de la campagne. Sachez également que c'est un jeu conçu par Max Brook et Luke Addy, qui sont derrière Star Wars X-Wing, Legend of the Five Rings RPG et Star Wars Legion, autant de jeux qui sont très bien notés sur BG. Sachez également, et j'aurais dû le dire d'ailleurs en tout début d'introduction de cette campagne, mais bon, de toute façon vous aurez le drapeau, que la version française est disponible, la version francophone est disponible grâce, si je ne me trompe pas, à Don't Panic Games, à vérifier, mais je crois que c'est ça.
Ensuite, on continue, donc je vous parlais tout à l'heure d'exploration, donc il y aura bien évidemment cette huile avec une sorte de petit brouillard de guerre, on entreapercevra un petit peu les éléments de la région que l'on va aller explorer, donc ça nous orientera peut-être un petit peu dans nos choix, est-ce qu'on va vraiment aller par là ou non, etc. Donc ça c'est relativement intéressant de ce point de vue là. Également ensuite le craft, hein, donc vraiment au centre du jeu avec donc différents éléments que vous allez collecter au fur et à mesure de votre campagne et vous allez chercher à les assembler du mieux que vous pouvez, sachant que lorsque vous trouverez ces différents éléments, vous ne saurez pas forcément à quoi ils peuvent correspondre si vous les assemblez à tel ou tel autre élément. Là effectivement un silex avec un bout de bois, on peut facilement imaginer que ça peut faire une sagaie par exemple, ou une lance quoi qu'il en soit, mais parfois ce sera beaucoup moins évident et il vous faudra parfois simplement essayer de tester certains mélanges, certaines combinaisons pour voir si ça peut donner quelque chose de viable ou non, et il n'y aura pas apparemment de guide de craft à la fin du manuel par exemple vous expliquant chacune des combinaisons. Il faudra explorer aussi à ce niveau là, pas seulement en termes de géographie, de déplacement sur la map, mais aussi d'exploration de matériel, de combinaisons que vous pourrez imaginer pour faire du craft. Ensuite, sachez que c'est aussi un monde apparemment procédural, on va dire, un petit peu du vocabulaire de jeux vidéo, mais bon, un monde qui va évoluer, donc selon vos choix, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura vraiment des sagas, il y aura des descendances de vos personnages qui vont être amenés à, bien sûr, périr, et puis à être, comment dire, on aura la relève grâce à leur génération suivante, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment un jeu sur le long cours, apparemment. Ensuite, continuons pour les niveaux de pledge. Le niveau de pledge de base est déjà pas donné, hein, certes, mais c'est un gros jeu avec du gros matos. 99 $ pour le pledge de base, mais bien évidemment on va aller vous allécher, vous aguicher avec des extensions assez riches et qui viennent en plus rajouter des éléments de gameplay super intéressants en plus de la core box qui ne sont pas présents dans la core box, donc forcément on sera tenté. Quoi qu'il en soit, la core box elle a donc 4 miniatures de Mental, donc ce sont les 4 personnages que vous pourrez contrôler, 2 miniatures de Behemoth, donc les fameux grosses bestioles mystiques. Ensuite, une miniature de compagnon, 500 cartes, enfin même plus de 500 cartes, plus de 200 tokens, des plateaux double épaisseur pour les mantles, donc vos miniatures, vos personnages, 25 tuiles de terrain, plus de 25, 7 trays de terrain, donc c'est les, comment dirais-je, les petits emplacements de plastique sur lesquels vont reposer les tuiles de terrain que vous voyez ici, donc les fameux trays. Ensuite, 30 heures de campagne, et puis également un système de sauvegarde du jeu pour votre progression, pour ne pas avoir à réinstaller le tout dès le début, enfin de rien du tout. Vous aurez un système de sauvegarde qui vous permettra de réinstaller le jeu assez rapidement sur la table. Ensuite, on a un deuxième pledge un peu plus conséquent, hein, dont je vous parlais à 199 $, qui vient s'accompagner donc de 2 extensions, l'extension Mills and Myth que vous voyez ici, et l'extension Nature of the Beast que vous voyez ici, qui rajoute donc 100 $ de valeur sur le pledge d'origine, mais vous économisez quand même 10 $, ce qui n'est pas énorme sur 200 $ au final, mais bon. Quoi qu'il en soit, pourquoi je vous disais qu'on vous aguichait avec ces 2 extensions? Parce qu'elles viennent rajouter pas mal de choses intéressantes, par exemple Mills and Myth, comme vous pourriez le déduire grâce au titre, eh bien, elle vient rajouter une mécanique de cuisine. Donc la cuisine, les petits plats que vous allez vous faire sur votre campement, comme vous l'entreapercevez sur la couverture, va avoir son importance, certainement, comment dirais-je, dans la conservation de votre endurance, peut-être, gagner peut-être des points, je sais pas, de vie ou de compétences particulières pour votre personnage, en fonction de ce que vous aurez réussi à lui décocter comme ingrédient, puis à lui concocter comme recette de cuisine. Donc c'est relativement intéressant de ce point de vue-là. Aussi un nouveau personnage, hein, donc un Mantle que vous voyez ici, nouveau Behemoth également, 100 cartes supplémentaires, une nouvelle région à découvrir, vous pourrez y jouer jusqu'à 5 joueurs et non plus jusqu'à 4 comme c'était le cas jusqu'à présent, et ça rajoute également 10 heures de campagne supplémentaires, donc vraiment des ajouts super intéressants. Et il en va de même pour la seconde extension, donc Nature of the Beast, puisque cette fois-ci vous aurez des animaux de compagnie, donc une nouvelle mécanique qui rentre en jeu avec nos animaux de compagnie que vous pourrez utiliser pour certaines compétences particulières, donc 6 animaux compagnons en plus 100 cartes de plus, j'arrête pas de répéter plus, une nouvelle région à découvrir en plus, et puis également, ça par contre j'ai pas trop bien exploré ce que ça voulait dire, les wetlands c'est une sorte des marais, quoi, une sorte de zone marécageuse j'imagine, foraging deck, alors là par contre sans définition précise de ce que c'est, je ne saurais pas vous expliquer en détail, j'imagine que c'est présenté quelque part en dessous dans la campagne, mais j'ai pas checké pour le coup. Et encore une fois, 10 heures de plus pour la campagne. Et puis ensuite, si vous voulez un gros all-in avec du matos supplémentaire, c'est pour 299 $, et ça vient vous rajouter de l'oxyfication dans tous les sens, avec par exemple ici des tokens en bois plutôt qu'en carton, et ainsi de suite. Ainsi qu'un artbook par exemple.
Ensuite, on continue avec les composants. On va se contenter, je pense, plus de la core box, donc de la boîte de base, pour voir un petit peu ce que ça vous propose en termes de contenu de base, avec notamment ces miniatures, hein, les personnages, ici le Mantle of the Seeker, qui aura apparemment une mécanique de combat plus à distance, et qui, si j'en crois son nom, The Seeker, qui sera plus une sorte d'éclaireur, j'imagine, avec peut-être des compétences de déplacement plus rapide, par exemple, je ne sais pas. Ensuite, on a le Mantle of the Wanderer, et vous voyez déjà qu'il a 3 points de vie contre 4 ici, par exemple, qu'on n'a pas forcément les mêmes logos exactement au même endroit, sachant qu'il y aura ici aussi des statistiques qui vont venir évoluer, qui seront différentes pour chacun des personnages. En début de partie, vous allez les définir en fonction de certains jets de dés, si je me souviens bien, j'ai un peu oublié entre-temps, avec bien sûr lui aussi son plateau double épaisseur, hein, comme tous les personnages. Vous avez aussi ici leur sac, leur sacoche dans laquelle vous devrez stocker, emmagasiner les différentes choses, les différents éléments que vous aurez pu trouver, récolter au cours de votre aventure, sachant qu'à chaque fin de journée, si je ne me trompe pas, il faudra réagencer le tout pour faire en sorte que tous les éléments puissent rentrer. Si c'est pas le cas, vous devrez jeter des choses, vous devrez vous départir de certains objets, donc il y aura parfois, j'imagine, des dilemmes sur ce que vous allez choisir de conserver ou non, et puis il y aura aussi une sorte de petit mécanisme de puzzle dans lequel vous devrez essayer de faire rentrer autant de ressources que possible. Ensuite, le protecteur ici, avec ses propres spécificités également, et puis le storyteller, donc le narrateur si je puis dire. Et donc pour chacun des personnages, le plateau double épaisseur et la miniature qui va bien, sachant que si je trouve les miniatures plutôt très joliment réalisées, plutôt très détaillées de ce qu'on peut en voir, je suis pas hyper convaincu par le chara design de chacun des personnages. C'est pas vilain, mais je suis moins convaincu. Ensuite, l'animal compagnon, hein, le Auroch, que vous voyez ici avec sa propre miniature, qui aura ses peut-être compétences également. Et puis ensuite, les behemoths, hein, celui de la forêt et celui des montagnes, disons des pics, des sommets de la montagne en gros, qui auront aussi leur plateau individuel, leur propre set de cartes également, et puis leur miniature. Ensuite, on vous dévoile ainsi les tuiles de terrain, avec 10 tuiles de vallée verdoyantes. Ensuite, 10 tuiles de plateau un petit peu arides. Ensuite, des tuiles de terrain encore à découvrir. Et puis les fameux trays sur lesquels vous allez apposer les tuiles en question. Ensuite, les terrains overlay, je sais pas quelle sera leur utilité, pour le coup j'ai pas trop checké à ce niveau là, des compteurs de points, des dés, ensuite des pouvoirs de mantle, donc de personnages que vous pourrez être amené à contrôler, donc que vous pourrez certainement débloquer au fur et à mesure de votre progression. Ensuite un sac, plus les tokens, pour l'instant je crois que c'est du carton, avec donc possibilité de deluxifier le tout via le all-in ou des add-ons potentiels également. Ensuite, des cartes de challenge, des cartes de référence pour tête de jeu, on va dire, des cartes d'objectifs, hein, il faudra toujours chercher à remplir des objectifs pour obtenir le meilleur résultat possible à la fin de la journée, à la fin de votre séjour, de votre parcours, sachant que même si vous n'atteignez pas l'objectif, il ne vous faudra pas pour autant recommencer l'aventure, recommencer le chapitre de l'aventure que vous avez raté. L'aventure va progresser malgré un potentiel échec. Donc simplement, le jeu et son aventure va s'adapter au résultat de votre parcours au fur et à mesure. Donc vous pourrez tout à fait rater des scénarios sans forcément que ça n'impacte votre possibilité de finir le jeu, en fait, simplement. 35 cartes de nuit, des cartes de découverte, des cartes de personnages, des cartes de structure, des cartes de outpost, donc de campement avancé. Bref, il y a énormément de cartes et on en vient au craft avec plus de 150 cartes d'items à crafter. Et pour cela, il faudra bien évidemment découvrir tout autant de ressources potentielles, des bouts de bois, des silex et que sais-je encore. Le token tray, donc j'imagine que c'est du game trays ou un simili game trays pour renfermer toutes les ressources avec un petit couvercle de plastique. Tout un tas de tokens en carton, là aussi upgradable, deluxifiable, je fais des néologismes dans tous les sens. Ensuite, le livret de règles, la solution de rangement donc, par Black Magic. Ce n'est pas Game Trays, c'est des anciens de Game Trays qui ont fondé Black Magic, donc on est quand même sur de la qualité. Ensuite, tout le contenu qui va être débloqué via les stretch goals, j'imagine, on est déjà un petit peu ici apparemment.
Et ensuite, donc, vous aurez le nouveau personnage pour Mills and Myth, tout le contenu de Mills and Myth, et puis l'autre extension sur lesquelles on va passer un peu plus rapidement, parce que c'est un petit peu plus de la même chose, même si, effectivement, il y a ici le livret de recettes dans Mills and Myth, par exemple, et puis également la mécanique des animaux de compagnie dans Nature of the Beast, qui auront aussi leur intérêt. Excusez-moi pour la petite cut intempestive, j'ai entendu mon gros bébé pleurer et je ne pouvais pas ne pas y aller. Donc voilà, tout va mieux. Quoi qu'il en soit, pour la deuxième extension, donc encore plus de cartes, encore plus d'événements, encore plus d'animaux, de compagnie à aller dévoiler, puisqu'on en aura encore un ici via les stretch goals, et j'imagine qu'on aura encore peut-être d'autres animaux par la suite, on verra bien ce qu'ils apportent également. Ensuite, pour le gameplay, bon, j'ai déjà mentionné la plupart des choses, donc il n'y a pas grand chose de plus à rajouter, hein. Donc le storytelling avec la narration qui va venir se développer en fonction de vos choix, de vos succès ou de vos échecs, les ressources à aller collecter, aller, comment dirais-je, j'arrive pas à traduire le mot gathering qui est pourtant pas très compliqué en français, mais aller, disons, collecter, ça ira plus vite. Ensuite, le craft et la construction, notamment pour votre camp, etc. La survie, hein, donc la coopération entre les différents membres de votre groupe qui sera essentielle, même si vous pouvez aussi jouer en solo. Ensuite, l'exploration et la découverte, que ce soit de nouvelles régions, de nouveaux éléments pour votre craft, par exemple, et puis les behemoths, les fameux... J'allais dire monstres, c'est pas forcément des monstres, ils sont pas forcément toujours néfastes, apparemment ils sont pas toujours très, comment dirais-je, agressifs, mais vous devrez parfois interagir avec eux de manière violente également. Ensuite, il y a aussi du True Solo, dans le sens où vous pourrez jouer en choisissant un seul personnage, mais vous pourrez aussi, j'imagine, jouer en solo avec 2, 3, 4 personnages selon votre bon vouloir, hein. Le monde est persistant, drop in drop out, donc il y a un système de sauvegarde assez rapide qui vous permettra de rejouer, de relancer votre seconde partie, votre partie suivante assez rapidement. L'extension Mills and Myth avec la cuisine, les recettes, et puis Nature of the Beast avec les animaux de compagnie qui viennent aussi ajouter un petit peu de... comment dirais-je, j'imagine un petit peu de versatilité et de compétences spécifiques à chacun de ces animaux qui viennent un petit peu changer le gameplay également. On va aller voir maintenant les différents add-ons. Vous pouvez prendre les extensions à l'unité, disons, 55$ pièce. Donc si par exemple Mills and Myth vous intéresse mais que Nature of the Beast pas tellement, vous pouvez choisir ça à l'unité. Même chose pour les deluxifications, hein, vous pouvez les ajouter en add-on, avec ici par exemple les tokens en acrylique plutôt qu'en carton pour 10$, ce qui n'est pas très cher vu la quantité. Les tokens aussi upgradés, cette fois-ci en bois pour 25$. Les dés avec un effet marbré assez classe, qui fait un peu préhistorique, qui fait un peu pierre, et c'est plutôt cool, pour 15$. Le tapis de néoprène pour 40$. Bon là, pas très convaincu de l'utilité, mais pourquoi pas. Un journal en faux cuir pour prendre des notes sur votre avancée. L'artbook pour 15$. Et puis un recharge pack pour 10$ également. Ensuite, je crois que c'est à peu près tout. Vous pouvez le tester sur Tabletop Simulator, mais en anglais uniquement. D'ailleurs, il y a une vidéo de Nyx qui ne paraît pas, je crois, sur la page de campagne, parce qu'il n'y a que des vidéos en anglais. Ils ont des localisations en 3-4 langues, mais ils n'ont pas de version à proposer en français sur les vidéos, c'est un petit peu dommage. Mais même si vous ne la voyez pas ici sur cette page, sachez que Nyx a fait une vidéo de près d'1 heure pour vous dévoiler le jeu et ses mécanismes en détail. Donc si vous voulez plus de détails concernant le jeu, les extensions, etc., ce que ça peut apporter, allez plutôt voir la vidéo de Nyx qui vous en apprendra bien plus sur le sujet que je ne peux le faire en si peu de temps. Pour les frais de port, le Canada, ça va aller de 25 à 40$ pour le all-in. Ensuite, pour l'Europe, avec la Belgique notamment, c'est de 25 à 40 également. Pour la France, c'est 30 à 45, un peu plus cher que pour la Belgique. Ensuite, pour nous qui sommes au Japon, entre 30 et 45$ de frais de port. Bon, c'est assez cher, mais en même temps, vous avez vu qu'il y a beaucoup de matériel, ne serait-ce que la boîte de base est quand même assez conséquente. Donc bon, c'est assez facilement compréhensible. Sachez également que la TVA sera ajoutée dans le Pledge Manager. Voilà donc pour ce qui est de Stone Saga, nouveau jeu de Games qui devrait dépasser toutes leurs précédentes campagnes. Un jeu qui a l'air d'être super intéressant, mais qui, moi, personnellement, me laisse un tout petit peu sur ma faim. Pour l'instant, il manque un petit je ne sais quoi, un truc sur lequel j'arrive pas à poser le doigt, et qui fait que je suis pas tellement hypé que ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour Stone Saga, 6430 contributeurs pour l'instant, 17 jours avant la fin de la campagne, et déjà près de 860 000 € d'engrangés.
Et on enchaîne et termine cette vidéo par la campagne de Statera du côté de chez GameFound, et encore une fois, je me dois de faire de la publicité à notre très cher ami Nyx, hein, parce que bon, je prends 50% des bénéfices de la vidéo, on est d'accord, qui vous en a fait une présentation, là encore, sur TTS, si je me souviens sont bons, je crois pas qu'il est le prototype, je sais pas, on verra tout à l'heure, mais en tout cas, il nous a fait une vidéo que j'ai pas pris le temps de regarder encore, désolé mon cher ami Nyx, enfin si, je l'ai mis en lecture pour que tu puisses avoir de la YouTube Money, mais je l'ai pas encore regardé en vérité, mais je le ferai très prochainement, parce que c'est un des jeux aussi que j'attendais pas mal, qui fait également partie de mon top 25 des jeux les plus attendus pour 2023, et qui pour l'instant, soyons honnêtes, se prend une mandale au travers de la jugulaire, hein, voilà. Ça se passe pas très bien pour Statera, et pourtant, je pensais que c'était un jeu qui attirerait suffisamment d'engouement, de traction, pour financer très rapidement. Donc je suis assez surpris de voir ce résultat assez médiocre pour l'instant, hein. 21 000 € d'engrangés, seulement 261 backers pour Statera. C'est un jeu que je voyais assez facilement terminer à 1000-1500 backers, et pour l'instant on en est assez loin, et c'est vrai qu'on n'est même pas à la moitié, on est à 46% du seuil de financement pour l'instant. C'est pas TTR, hein, c'est pas TTR. J'espérais vraiment mieux de la part de Statera. En même temps, c'est pas un jeu que je me voyais backer, mais ça faisait quand même partie des jeux que j'attendais, parce qu'il a l'air d'être super intéressant. Primo éditeur, Fatboard Games, qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent, avec une très belle direction artistique, un petit peu à la Root, donc mignon, mais pas dépourvu de profondeur de gameplay. Et puis une autre comparaison avec Root, dans le sens où on a des factions très asymétriques, donc il y a quand même pas mal de petits comparatifs à faire avec le jeu de Cole Warley, donc un indémodable maintenant, un grand classique du monde ludique, et bah ça prend pas des masses. Bon, ça aide pas aussi peut-être de faire sa première campagne sur GameFound, on sait qu'il y a toujours ce problème de traction, c'est pas une plateforme qui attire autant, qui ne peut pas attirer autant, pour l'instant en tout cas, que ne peut le faire Kickstarter. Peut-être qu'ils en souffrent un petit peu aussi, mais quand même, je pensais que Statera ferait mieux. Quoi qu'il en soit, c'est pour 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 1 heure. C'est un jeu dans un univers de fantasy, avec du contrôle de territoire, qui peut également se jouer en solo, avec un petit peu de confrontation et différents scénarios que vous pourrez mettre en place. Enfin, c'est une sorte de mise en place différente pour chacune des parties, selon votre bon vouloir, et qui viendront impacter la façon dont vous allez jouer, les objectifs aussi de chacune des factions en présence. Vous pourrez incarner des dieux, mais vous pourrez également incarner des croyants, disons des followers, enfin comment dirais-je, des adorateurs des dieux en question, voilà. La version française, vous le voyez ici, est déjà disponible pour ce jeu en double asymétrie, hein, parce qu'il y a donc les deux dieux, puis également les peuples un peu plus, disons, classiques, on va dire, hein, donc les croyants, qui eux n'ont pas de pouvoir divin, mais qui ont un gameplay encore un peu différent. Il y a aussi un mécanisme assez... finalement assez inintéressant. Enfin, je pensais que ce serait bien plus intéressant que ça. Le mécanisme de la balance que l'on voit ici, dans lequel vont peser les âmes. Hein, les dieux vont ajouter des âmes de leurs croyants, donc pour faire peser la balance de leur côté. Mais je pensais que par exemple, les meeples auraient un poids différent, je pensais vraiment que la balance aurait un aspect bien plus intéressant en termes de gameplay, et pour le peu que j'ai pu en voir pour l'instant, mais la campagne n'est pas encore à son bout, à son terme bien évidemment, peut-être qu'on pourra encore découvrir des choses, pour l'instant j'ai pas l'impression que ce soit si important que ça, et j'ai plus l'impression que c'est un gadget qu'autre chose, alors que avant la campagne, en pré-campagne, ils présentaient ça comme un truc assez important en termes de gameplay. On verra bien. C'est pour donc 1 à 4 joueurs, pour 14 ans et plus, et c'est basé sur des scénarios que vous pourrez changer d'une partie à l'autre. Alors voilà, pour la direction artistique, c'est très très joli, avec les petites cartes que vous voyez ici. Moi j'aime beaucoup l'aspect un petit peu root, avec un aspect très différent. C'est pas du tout le même univers, mais je trouve qu'il y a des ponts à faire entre les deux jeux, encore une fois, au-delà de l'aspect asymétrique. Continuons avec ici notamment la Société des Jeux qui fait une vidéo également en français, qui est un jeu asymétrique aussi captivant qu'intrigant. Bon, Martin qui est toujours assez laudatif sur les jeux qu'il traite en règle générale, mais qu'on apprécie quand même beaucoup. C'est un mec vraiment très sympa à suivre. Le base pledge, on va passer directement au niveau pledge, avec 57 € pour le niveau de base, et puis 79 € pour le pledge exclusive, qui viendra ajouter un petit peu de contenu, et puis qui viendra aussi ajouter un petit peu de deluxification, puisque vous le voyez ici, on aura donc une balance en bois et non plus en carton. On aura aussi un compteur de tours, on aura aussi une mini-extension Faerun's Talisman, pardon. Faerun, c'est un des deux dieux que vous pourrez contrôler, celui-ci je crois, si mes souvenirs sont bons. Des plateaux double épaisseur plutôt que les plateaux de base, etc. Donc pas mal de deluxification pour 20 € pardon, de plus. Bon, ça me semble être assez... conséquent en termes de changement, et ça semble être justifié en termes de différence de prix également. D'ailleurs on le voit assez rapidement, un 18 pledge sur le base pledge
et 230 pledges pour le exclusive, donc c'est un peu plus convaincant apparemment. Ensuite, continuons, vous pouvez ajouter en add-on la balance en bois, les compteurs, etc. pour 10, enfin 11, 4, 2, etc. pour les dollars que vous voyez affichés ici. Même chose pour la mini-extension Fair Installation à 8 € également. Ce qui veut dire que c'est pas une grosse extension non plus en même temps. Ensuite, pour le reste, eh ben, j'ai envie de dire que j'ai déjà plus ou moins mentionné ce qu'il fallait présenter. Je vais pas présenter le lore en détail, mais bon, sachez que vous aurez donc les Champas et les Faunes, donc ce seront les deux factions, disons, plus humaines, les nations des Statera, on va dire. Et puis vous aurez aussi les dieux avec donc Faerûn et puis le Mighty Dragon également. Donc autant de factions que vous pourrez contrôler qui seront assez asymétriques, semble-t-il, avec donc les deux dieux ici et les Statera, donc les peuples qui peuplent du coup le monde de Statera. Ensuite, la balance que vous voyez ici, les différentes pièces, les plateaux double épaisseur ou non en fonction d'une pledge que vous choisissez, les petits meeples screen printés ou non, pas toujours, on verra. Mais c'est plutôt charmant en termes de matériel, la direction artistique est plutôt très jolie aussi, la symétrie rend ça super intéressant, le plateau peut être un peu modulable en fonction de vos parties, vous allez l'agencer de manière un petit peu différente j'imagine. Vous voyez ici que c'est variable, ça dépendra aussi des différentes stories, donc des différents scénarios que vous pourrez choisir. Vous voyez qu'ici il y a des différents books, différents livres de stories, donc de scénarios que vous pourrez choisir de mettre en place en début de partie, qui viendront changer un petit peu le gameplay à chaque fois que vous y jouerez. Ensuite, pour le reste, je le disais tout à l'heure, c'est pas mal du... c'est pas du placement de grille, c'est plutôt du contrôle du territoire. Vous allez envoyer vos meeples, quoi, en gros, sur les différentes zones pour essayer de bénéficier de certains avantages et puis aussi prendre le contrôle de la dite zone en construisant certaines choses dessus, etc. pour bénéficier d'encore plus de bonus via des temples notamment. Et puis quand vous contrôlez les dieux, ce sera encore un gameplay différent avec notamment l'option d'ajouter des âmes dans la balance pour justement bénéficier de certains résultats en votre faveur, etc. Sachant que les dieux vont impacter les peuples de Statera, alors que les peuples n'impacteront pas forcément tant que ça les dieux. Donc c'est vraiment des asymétries assez savamment dosées, visiblement, enfin, si l'on en croit ce que l'on peut en voir, et ça a l'air d'être assez intéressant de ce point de vue-là. Je pense que c'est typiquement un type de jeu pour lequel il faut être 3-4 à mon avis pour vraiment profiter de toute la profondeur de gameplay qu'il peut offrir, puisque quand on a autant d'asymétrie que ça, c'est quand même plus profitable d'avoir autant de joueurs que de factions disponibles dans le jeu en fait, je pense. Un peu comme dans Root, jouer à 2, ça n'a pas vraiment d'intérêt, à 3 c'est sympa, mais quand même c'est mieux à 4, voilà, clairement. Et je pense que ça rentre un petit peu dans cette catégorie-là. Le Tabletop Simulator pour ceux qui voudraient tester avant éventuellement de prendre leur choix, enfin de prendre leur décision, mais pour l'instant c'est vrai que la campagne est un petit peu mal barrée, soyons honnêtes. Pour le shipping, ça dépend de votre niveau de pledge, le base pledge ou le exclusive pledge, et ensuite de votre région. Donc pour l'Union Européenne, c'est la région 1, 20 à 22 € de frais de port. Pour le Canada, c'est la zone 3, donc 25 à 28. Et puis pour nos amis suisses, par exemple, je ne sais pas, si c'est ça, peut-être Europe non-EU, c'est ça, ouais, 4, donc 40 à 45 € de frais de port, vraiment c'est très très méchant là. Et la TVA en plus sera ajoutée dans le Pledge Manager suite à la fin de la campagne. Et donc pour ce qui est des vidéos en français, je le disais tout à l'heure, donc allez consulter la vidéo de Nyx, mais également la vidéo de Martin de la Société des Jeux, deux vidéos que je vous recommande chaudement. De toute façon, ce sont les deux seules en français. Et puis je crois que, ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Statera. C'est pas forcément la peine de s'éterniser trop longtemps sur la campagne, vu que en l'état, ça reste quand même un résultat assez médiocre. Je m'attendais vraiment à mieux. Ce qui veut pas dire que le jeu va pas financer, très honnêtement, il reste 19 jours de campagne, c'est peut-être encore jouable, même si on sait bien que à la fin de la première semaine de campagne, si vous n'êtes pas au moins à 60-70%, ça sent un peu le sapin quand même, mais bon, rien n'est perdu, on verra bien ce que ça donne. Est-ce qu'ils prendront éventuellement la décision d'annuler la campagne pour revenir plus tard? C'est aussi une question qui se pose. On verra bien. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour Statera et c'est tout pour cette semaine du menu crowdfunding. J'ai pas grand chose de plus à rajouter cette semaine, j'ai pas de blagues non plus à rajouter, des blagues pas drôles comme à l'accoutumée bien évidemment. Du coup, je vous laisse là, rien de plus à ajouter. Lundi, on se fait une petite journée jeu avec Xavier et deux autres collègues également. On va certainement essayer de sortir Unsettled, mais c'est pas garanti parce qu'on doit d'abord continuer un petit peu notre session du dilemme du roi qu'on n'a pas encore fini. On va essayer de progresser là-dessus et on verra pour Unsettled potentiellement. Du coup, je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end, une bonne semaine, ça dépend du jour auquel vous regardez la vidéo. En tout cas, d'ici la prochaine, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine.